Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle émission dimanche soir, lendemain de défaite de l'OGC Nice qui a perdu en terre bretonne au Roison Park 2 buts à 0. On va revenir ce soir en détail sur la défaite, la troisième consécutive de l'OGC Nice à l'extérieur pour de tenter de comprendre avec nos éléments qu'on a à disposition, avec notre sensibilité football, ce qui n'a pas fonctionné pour l'OGC Nice, ce qui a fonctionné aussi côté Rennais, parce que mine de rien, Rennes a fait son match. On ne peut pas dire que la victoire n'est pas méritée, bien au contraire. Ce soir, je suis accompagné de deux personnes exceptionnellement forfait de dernière minute pour cause de blessure, pour cause d'entorse. Ça peut arriver à l'échauffement. J'ai déjà le plaisir d'accueillir un habitué de l'émission, c'est Flo. Bonsoir Flo, comment tu vas? Ça va, écoute, nous on est un peu comme Melvin Barr, pas toujours au top, mais très régulier, voilà, on est toujours là. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathis, chroniqueur et consultant du média que vous connaissez bien, Radio Roison, qui traite de l'actualité des matchs du Stade Rennais. Bonsoir Mathis, comment vas-tu? Bonsoir à toutes et tous. Écoute, moi ça va sans doute un peu mieux que vous après cette belle victoire. Et puis voilà, je vais essayer à mon échelle de vous donner un petit peu les éléments de contexte sur le Stade Rennais qui peuvent aussi vous permettre de comprendre un peu cette défaite côté Aiglon. Et effectivement, cette défaite, 2 buts à 0, un but de Benjamin Bourigeaud sur penalty en première mi-temps, et puis un deuxième but signé Arnaud Kalimundo qui a clôturé ce match et cette défaite niçoise qui aurait pu être beaucoup plus lourde. On y reviendra peut-être plus en détail, mais déjà, les gars, peut-être dans un premier temps, avant de parler de la composition et du match en lui-même, votre ressenti 24 heures après ce match. Le GC Nice aurait pu réaliser une performance aussi liée au mauvais résultat des concurrents. L'AS Monaco qui perdait 3 buts à 1 un peu plus tôt dans l'après-midi contre le Stade de Reims. Marseille qui était accroché à domicile contre Strasbourg. Flo, un virage que l'OGC Nice n'a pas su négocier, j'ai envie de dire une nouvelle fois. Même si à la fin de la journée, tu es encore deuxième, ça va en termes de classement. On parlera du contenu un peu plus en détail tout à l'heure. Mais il y avait la boule opportunité de prendre des points d'avance. Et encore une fois, cette saison, ça n'a pas été le cas. Ouais, le sentiment, il y en a deux, c'est déçu et frustré. Déçu parce que quand ça fait 3 semaines que tu attends le retour de la Ligue 1 et que tu tapes un match de ce niveau, c'est-à-dire le pire match de l'équipe depuis le début de la saison, en tout cas à mon avis personnel. Et au niveau de la frustration, parce que c'est la 3e ou 4e fois que tu as l'occasion de t'envoler seul en étant dauphin du PSG et que à force que le train passe et que tu montes pas dedans, à un moment donné, tu vas rester à quai. Et je suis pas inquiet pour l'Europe parce que Nice sera européen en fin de saison. Je n'ai pas peur de me mouiller ici. Par contre, Nice dans le top 4, à force de rater les occasions, ce soir, on n'a plus que 4 points d'avance sur le 5e, qui est Lille. Mathis, toi, ton ressenti forcément plutôt positif, plutôt optimiste. Le Stade Rennais enchaîne une troisième victoire consécutive en championnat. Et comme on le disait un peu avant de lancer l'émission, ça fait du bien avec tout ce qu'on entend un peu en interne, avec le dossier Matic notamment. Quel sentiment règne ce soir? Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que tu as été convaincu par la prestation? Tu me disais que c'était pour toi le meilleur match du Stade Rennais cette saison? Oh, sans nul doute, cette saison, c'est le meilleur match qu'on ait pu faire. En plus, face à un adversaire redoutable qui était deuxième, enfin qui est toujours deuxième de Ligue 1, qui prend très peu de buts. On le sait, qui avait pris que 9 buts, je crois, depuis le début de saison. On s'est créé pas mal de situations. Le mot qu'il y a après ce match, c'est l'espoir surtout. On va pas s'enflammer de notre côté. On le disait avant l'émission, il y a un calendrier compliqué. Il y a Marseille en Coupe de France. Il y a un déplacement, bien que cette équipe soit malade, un déplacement tortueux à Lyon. Donc pour nous, c'est encore trop tôt avant de s'enflammer. Mais en tout cas, cette victoire, c'est peut-être le début des fondations pour finir cette saison correctement et essayer d'accrocher la Coupe d'Europe à la fin de la saison, ce qui est l'objectif maintenant du club pour sauver les meubles, on va dire. Et l'AC Milan aussi, double confrontation en Coupe d'Europe. Ouais, après, ouais, l'AC Milan, bon,
On verra bien, j'ai pas trop envie de me projeter là-dessus. Il y a la Coupe de France qui est aussi hyper importante, mine de rien, avec le championnat qu'on fait. Il y a 3-4 journées à assurer avant de penser au Milan AC. Franchement, j'ai pas envie de penser à ça. On a d'autres objectifs un peu plus urgents pour l'instant. Ok, du coup, on va dire ce match, il prend place dans un contexte un peu particulier pour le Stade Rennais, comme on l'a dit. Un mercato assez agité, des résultats en championnat qui ont été un peu compliqués, un entraîneur débarqué, le retour de Julien Stéphan. Finalement, avec ce mercato d'été assez ambitieux sur le papier, bien, on a l'impression qu'on assiste un peu à une restructuration, du moins une transition, là, peut-être faite par Julien Stéphan avant l'arrivée éventuelle d'un nouveau coach l'été prochain. Est-ce que c'était. Je suppose que ce n'était pas prévu, mais comment tu le sens? J'ai l'impression en fait que vous vivez un peu ce qu'on a vécu l'année dernière. Je sais pas, Flo, comment tu le ressens, mais pour comparer un peu, voilà, c'est peut-être des discours aussi qui ont été surévalués. Là, Enfin, comment tu sens le truc? là où je suis pas d'accord, c'est que, enfin, dans le sentiment, je suis d'accord avec toi, Pancho, mais là où je suis pas d'accord, c'est que nous, sur le papier, l'effectif, dès le début de saison, était surcoté. Enfin, on n'avait pas du tout un effectif construit pour être Hmm. dans les 4-5 premiers, alors que eux, enfin, sur la ligne de départ en août, s'il y avait une équipe que je voyais dans le top 5, au minima, c'était Rennes. Euh, voilà, j'avais peut-être un petit doute sur la défense avec beaucoup de jeunesse, mais je pensais que ça allait le faire avec Arthur Théâtre. Euh, voilà, après, ouais, c'est quand même. Voilà, avant cette journée-là, c'était à 2 points du barragiste, hein. Non, 4. 4 On points du avait barragiste, 3 le points Rennais. d'avance on avait 3 points d'avance sur Lyon et sur Ouais, voilà. Metz. Voilà, donc c'était encore plus critique que nous, quoi. Donc voilà, moi, je pense que ça va remonter progressivement. Pour moi, je pense que c'est un peu trop tardif parce que c'est compliqué, je pense, je crois que vous êtes à 9 ou 6 points de l'Europe. 6 points, on est à 6 points de l'OM qui est 6e. 6 points avec la avec la Coupe d'Europe au milieu. À voir. À voir. Ton ressenti, Mathis, par rapport à ça, justement, à ces derniers mois assez agités? Bah, on s'y attendait pas, il faut le dire. Moi, je nous voyais, comme d'habitude, depuis 2-3 ans, à la lutte pour le top 5. Je nous voyais à peu près à ce stade de la saison, je nous voyais à la place de Monaco ou d'un Nice, voilà, être sur le podium ou pas loin. C'est pas le cas. On s'est vite rendu compte, au bout de 5-6 journées, que ça allait être compliqué parce que derrière, comme l'a très bien dit Florian, c'est défensivement que ça va pas, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations dû à une défense un peu jeune. Et malheureusement, on l'a payé. On a pris 23 buts, j'ai plus le nombre de buts exact. Enfin, c'est quasiment le double de buts, plus du double de buts, par exemple, qu'une équipe comme Nice a pris. Et si vous regardez les buts qu'on prend, c'est souvent gaguesque. Et c'est à cause de ça qu'on est malheureusement englué dans ce ventre mou. Maintenant, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, notamment sur l'arrivée de Julien Stéphan, alors au début, il a été annoncé que Stéphan était là pour faire l'intérim mais finir la saison. Moi, sincèrement, je ne crois pas une seule seconde que Stéphan, à moins vraiment que Rennes finisse vraiment en bas de tableau, ce que je ne crois pas, mais en tout cas, je pense que Stéphan continuera à la fin de la saison, j'en Ok. suis à peu près sûr. Les Pinots l'adorent, ils le tiennent en haute estime. Je vois pas les Pinots, si vous voulez, sacrifier Stéphane après 8 mois, quoi. Il a un crédit qui est beaucoup plus important. Donc, à mon avis, on repartira avec Stéphane la saison prochaine, Ouais, si de je ce peux me point de permettre, vue. s'il y en a un qui sautera entre Flo Maurice ou Stéphane en premier, c'est plus Flo Maurice là qui a un peu chaud aux fesses que Julien Stéphan, hein. Ouais, puis alors je sais pas si tu veux embrayer sur autre chose, Pancho, mais si on peut parler un petit peu du mercato, c'est vrai Vas-y. que là, il y a quand même beaucoup de manquements. Donc, il y a derrière Maripane qui visiblement serait dans les tuyaux. Ah, mais On a alors ça, Alidou Seydou qui devrait arriver aussi. Donc là, Seydou, je suis très content. Maripane un peu plus dubitatif, même si je me dis qu'il peut amener un peu plus de solidité dans le duel, même si on voit que dans ça va être c'est un peu rigide, hein. plus. Ça va Ouais, plus être rigide que solide, à mon avis, Maripane. C'est compliqué, hein. Enfin, bon, après, moi, j'ai vu le match ah bah hier, il fait un match cataclysmique, hier contre j'ai Reims, vu. c'est très très compliqué, hein. Ouais. Pour moi, c'est le Alvaro González. Là, c'est un quoi, là, Alvaro González, là, mais vraiment. Ah ouais? Ouais, je Ah, n'ai pas tout à fait le même regard, mais moi, je pense que ça peut pas faire de mal dans notre défense. Donc, il y a ce chantier-là. Au milieu de terrain, bah, voilà, il y a le Kamatic qu'il va falloir remplacer. Alors, il y a la rumeur Pierre Melou, pardon. Pas convaincu non plus, surtout au prix que Brest demande, peser 20 millions d'euros, alors que c'est un mec, pour les ambitions du Stade Rennais, qui, à mes yeux, n'est
pas adapté aux ambitions du Stade Rennais. Ça me paraît vraiment poser 20 millions d'euros cet hiver suicidaire. Je préfère à la limite qu'on recrute pas du tout à ce secteur-là et qu'on attende l'intersaison Mais pour les surtout, réinvestir sur un joueur plus prometteur. surtout, ce que je comprends pas, c'est que tu perds Matic qui est un numéro 6 et tu te positionnes sur Lesmelo qui est un numéro 8. Donc, Ouais, alors que tu as déjà en plus, Lefebvre, tu as déjà Bourigeaud qui peut jouer à ce poste. Si tu peux basculer en 4-2-3 avec t'as Reader Terrier. aussi. Hein. T'as Hein Reader qui peut Ouais, assurer. tu as T'as Reader Rieder, aussi. tu as Blas qui peut jouer un cran Mm. plus bas. Donc je comprends pas du tout l'intérêt. Mais ça fait un Non, moment. oui. Enfin, honnêtement, Ouais. là, cet hiver, pour l'instant, du peu d'infos qu'on voit circuler sur Twitter ou quoi, si c'est vraiment le cas, si c'est pas des fausses pistes, je comprends pas du tout la stratégie sportive rennaise. Mais vraiment. Bah, C'est- le président Denis Le Saint du Stade Brestois a confirmé après le match contre Montpellier qu'en effet, il y a bien eu des discussions, d'ailleurs, qui regrettaient que le Stade Rennais ait contacté Pierre Lesmelou avant d'en avoir informé le Stade Brestois. Donc ça confirme qu'il y a un intérêt du Stade Rennais. Et puis devant, il y a aussi la question Kalimundo, bien qu'il ait marqué hier, c'est pas suffisant hein, pour un attaquant acheté 25 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est seulement son 6e but de la saison, si je ne m'abuse. Bah voilà, on attend mieux de ce genre de joueur. Donc il y a la question du neuf avec deux joueurs évoqués, dont l'un bien connu de la Ligue 1, Moïse Kean, en prêt. Et puis pour les scouts, ceux qui suivent le football outre Hexagone, Pavlidis, pardon, de la Z, qui plante pas mal aux Pays-Bas et qui aussi s'est montré en Coupe d'Europe avec, je crois qu'il a été un des meilleurs buteurs de la Conférence League la saison passée. Donc voilà, c'est deux pistes qui, moi, me plaisent à voir où elle nous mène. Mais le problème, en fait, de Rennes, depuis 2 ans, c'est que Maurice est sur des pistes ambitieuses. Rappelez-vous qu'il Minier, mais a tendance à faire traîner ces dossiers-là. Et j'ai un peu peur que ça arrive encore cette saison. Là, on est déjà voilà, le 15 janvier, donc à la moitié de ce mercato, il n'y a rien y a rien qui vient. Alors que cet effectif a besoin quand même d'être renforcé si on veut revenir dans la course à l'Europe. Donc voilà, un petit peu l'état du Stade Rennais à l'heure actuelle. Merci pour ces éléments. On va se focaliser maintenant sur les compositions. On va commencer par celle de l'OGC Nice. Flo, il y avait eu une petite fantaisie hein, de Francesco Farioli contre Auxerre avec ce passage en 3-4-3, on va dire, qui était aussi dicté par rapport au nombre d'absents. Hein, et cette classe biberon qui avait plutôt bien tenu la baraque contre la J Auxerre. Retour du 4-3-3 et plusieurs interrogations au-delà du fait qu'on retourne à un système qu'on connaît bien. C'est déjà le passage du Youssouf N'Daye en défense centrale. Alors là, a posteriori, forcément, tu perds 2-0, c'est plus facile de tirer des conclusions. Mais c'était légitime quand même de se demander si Antoine Mendy n'allait pas continuer dans sa lignée de bons matchs. Après sa belle prestation, du moins cette belle deuxième mi-temps contre le RC Lens, sa belle performance aussi contre la J Auxerre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, on va dire, le déséquilibre que ça crée, parce que derrière, si tu mets Youssouf en défense centrale, eh bien, tu es obligé de compenser avec un autre milieu de terrain. Là, c'était un Pablo Rosario, numéro 6, Alexis Claude-Maurice, 8, et Morgan Sanson qui revenait de blessure au poste de numéro 8, et un Gaëtan Laborde positionné ailier gauche, Mofi ailier droit, Evan Guessant buteur, 3 attaquants axiaux qui sont situés aux trois positions de l'attaque. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais ton ressenti, toi, vraiment, objectivement, lorsque tu as eu la composition, est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce que tu voyais ça ou est-ce que tu aurais aimé voir autre chose? Alors, déjà, c'est assez drôle parce que avant le match, je parlais avec un ami lyonnais et il me disait, qui suit beaucoup le tennis, il me disait ce serait bien de faire enchaîner Antoine Mendy. Et je lui dis oui, ce serait bien, mais connaissant Francesco, ça va être Youssouf ou Rosario en centrale. Et on va soit l'un en centrale, soit l'autre en 6. Enfin, voilà, mais Mendy débutera sur le banc. Et je lui dis, mais ce que j'ai peur, c'est que si on fait ça, au milieu, du coup, ça risque d'être un peu light. C'est exactement ce qui s'est passé. Et, le problème, c'est que en faisant ce choix-là, tu te prives d'un. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Rosario, j'aime beaucoup à latéral droit. J'aime bien en centrale. J'aime beaucoup ses dernières performances en 8, mais en 6, j'ai beaucoup de mal. Parce que il a déjà dos au jeu pour ressortir les ballons, c'est compliqué. C'est pas le joueur le plus mobile pour venir proposer entre les lignes. Enfin voilà, Rosario, il a besoin d'espace pour s'exprimer. Le problème, c'est que là, en
en le mettant en 6, ben, tu ne mets pas dans les meilleures conditions. Et le choix de mettre Mendy à droite, qui sortait de 2 très bons matchs, en plus, il avait un peu enchaîné, ben, ça aurait permis de remonter d'un cran Youssouf, remonter d'un cran Rosario, et ne pas voir. Alors là, autant, d'habitude, j'aime pas tirer sur des individualités, mais là, je suis désolé de le dire, mais ça nous aurait permis de pas voir l'horrible Morgan Sanson, parce que hier soir, la prestation qu'il nous fait, elle est juste horrible. Alors Flo, restons sur la composition, on va Non, mais revenir voilà. après sur les prestations, s'il te plaît. Et juste avant le match, j'avais tweeté hâte de voir l'animation qu'on va pouvoir proposer avec 3 numéros 9. Bon, ben, la réponse elle a été rapide, elle en a été aucune. Donc, déjà pour moi, mettre 3 numéros 9, c'est. Voilà, moi je critique très peu Farioli, mais là, c'est le choix il est incompréhensible. Et en plus de ça, quand les 3 9, tu les mets pas, on va dire, par logique de poste, c'est-à-dire Laborde en 9, Mofi sur un côté, Guessant sur un côté. En plus, ça, tu mets Laborde sur un côté. Et en plus de tout ça, Laborde, qui est un joueur qui aime rentrer intérieur, là, tu le mets sur son bon pied. Donc, ça veut dire que sa seule qualité qu'il a, ben, il peut même pas le faire parce que ben, tu l'envoies au casse-pipe. Hein, il peut juste longer la ligne. Ben, en fait, tu joues à 10, hein, concrètement. Donc, tous ces choix, toute cette petite succession de choix font qu'au début de la partie, tu aurais un 11 qui est complètement peu cohérent. Maintenant, dans l'envie de compo, ben, j'aurais aimé voir un Mendy. Mhm. J'aurais aimé voir un Reda Belayan. Avec tous ces manquements-là, peut-être commencer le match, surtout après son match en Coupe de France. Et j'aurais aimé voir un Baldé, parce qu'on sollicite beaucoup Buonanni. Qui revenait de Euh, blessure. voilà, les deux revenaient de blessure Mhm. d'ailleurs, mais on demande souvent Buonanni. Moi, je suis désolé, mais sur les rentrées que j'ai vues cette première moitié de Mhm. saison, Baldé, c'est 3 rentrées. Bon, une où il a le temps de rentrer 10 minutes, il se blesse, mais les 3 sont bonnes, elles sont très bonnes. Buonanni, c'est des rentrées qui sont un peu plus discrètes. Voilà, et voilà, on en viendra plus tard, mais ça, ce sera dans mon dossier. J'adore Farioli, mais j'aurais 2 choses à lui reprocher. On en parlera, je pense, après. Garde ça plus tard avec plaisir. Mathis, Julien Stéphan avait repris un peu, enfin avait commencé eh bien son retour par un 3-4-3, enfin du moins une base de 3 défenseurs. Instauration du 4-4-2. Alors depuis quand? Est-ce que c'était vraiment le retour là hier soir? Et qu'est-ce que tu as pensé un peu de la proposition tactique du Stade Rennais hier soir? Bah là, il est repassé à 4 par la force des choses. C'est-à-dire qu'avec le départ de Christopher Wu à la CAN, on n'a plus que 3 défenseurs centraux de métier. Il y avait Januel Bellossian, enfin 4 avec Jacquet, mais qui n'avait jamais joué en Ligue 1, donc c'était un petit peu compliqué de le lancer, de le garder en seule cartouche. Donc il y a ça, c'est un peu par la force des choses que Rennes est repassé à 4. Et je trouve de toute façon que ça permet notamment au milieu de terrain d'être un peu plus équilibré. Après, tactiquement, ce que j'ai bien aimé, c'est la façon on a géré la première relance de Nice, où je trouve qu'on a étouffé justement votre milieu de terrain. Claude Maurice a été annulé sur la partie globalement, alors que c'était vraiment le joueur qu'il fallait éviter de toucher, je trouve. Et voilà. Après, ce qui était vraiment intéressant sur cette première mi-temps, c'était vraiment les Rennais qui, sur la première ligne, ça allait vraiment pas se jeter. On voyait bien les Niçois qui forçaient, qui venaient nous fixer, et on n'est pas tombé dans ce piège-là justement pour éviter de créer des décalages. Et ça a plutôt bien marché. On a forcé Nice la plupart du temps à jouer long, et après on a réussi à récupérer les ballons. Donc c'est surtout là, je trouve, où tactiquement on a gagné par rapport à Farioli, enfin du moins Stéphane a gagné par rapport à Farioli. Voilà, après que dire de plus sur cette animation? Aussi l'avantage de passer à 2 devant avec Kalimundo qui souvent quand il était tout seul en neuf c'était compliqué. Là on avait Martin Terrier qui était un peu plus en soutien. Un Benjamin Bourigeaud qui par séquence aussi rentrait intérieur, donc il y avait un peu plus de connexion dans l'axe, chose qu'il y avait moins. Et c'est vrai que Kalimundo a beaucoup de qualité, mais je crois que tout seul en numéro 9 c'est compliqué. Et là, il a été plutôt bien soutenu. Donc, et c'est aussi pour ça. Et c'est pas un hasard parce que là, on l'a vu en jambes, on l'a vu aussi à Guingamp en jambes avec plus de soutien. Donc voilà un petit peu moi ce que j'ai à dire sur cette animation. Et il faut aussi noter côté Rennais la prestation de très haut niveau de Warmed Omari, chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Où franchement, il n'a pas perdu beaucoup de duels. Il a notamment beaucoup eu affaire à Evan Guessant et j'ai pas souvenir d'avoir vu Et Guessant c'est lui au-dessus. qui stoppe le tir de Mohamed Ali Chou, il me semble, en deuxième mi-temps.
Ouais, c'est ça. Bon, avec un peu de réussite, hein, Oui, le il est ballon là lui au vient bon dessus, endroit. mais voilà, il est là au bon endroit, tout à fait. Mais en tout cas, c'est un peu le symbole de son match. Il a paré vraiment toutes les attaques niçoises à peu de choses près. Donc c'est plutôt là-dessus aussi que je voulais mettre la focale sur Omari et finalement sur toute cette défense qui, là, n'a pas fait de cadeau au deuxième de Ligue 1. Donc c'est encourageant. Alors Flo, c'est maintenant que tu entres en jeu parce que euh, le match d'hier, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu, hein, forcément dans le contenu, j'ai l'impression qu'on se rapproche beaucoup du pire match de la saison, à savoir le dépassement au Havre. 10 premières bonnes minutes, j'ai envie de dire, et puis après, je ne sais pas pourquoi, du moins du stade, parce que je n'ai pas vu le match en replay, parce que comme vous le savez, j'étais au stade. Euh, En fait, on était beaucoup attentistes. Tu sais, on l'attendait, on n'attendait pas. Ça me fait vraiment plus rire. C'est terrible, c'est terrible. Mais Nous non plus, Pancho. ouais, ouais, mais en fait, on n'a pas joué. J'ai pas l'impression qu'on soit réellement rentré dans le match. Je sais pas ce que ça a donné de la télé. J'ai pas compris pourquoi, au bout de 15-20 minutes, on a attendu. On n'a pas du tout été entreprenant dans la récupération de balles, alors que normalement on est très fort, on récupère haut. Melvin Barr a récupéré un ballon haut à la 85e minute de jeu. C'était la seule récupération haute dans les 30-35 mètres adverses. Euh, alors bien sûr, on peut blâmer les joueurs parce qu'ils sont sur le terrain, on peut parler du coaching, mais là en fait, même quand tu es mené, il y avait aucune réaction. Donc, en gros, la question, là, je te parle de plein de choses, mais Rennes a fait son match. Tactiquement, c'était rodé. En même temps, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous, Là, en ils ont pas besoin fait, de forcer. c'est ça. C'est que nous, en fait, on attendait, on jouait à la baballe, euh, comme on peut faire par séquence. C'était vraiment un peu irritant de voir ça, surtout lorsque tu es mené. Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que vraiment, alors je me projette peut-être un peu sur ton dossier, mais on n'a pas de solution de repli en fait. On n'a pas de plan B. Comment tu l'analyses toi Flo? Ben, moi, je pense que hier soir, on a assisté à la première fight collective de la saison. Je compare pas le match d'hier à celui du Havre et de Nantes, tout simplement parce que contre le Havre, même si tu fais une fight collective en fin de match, si à la mi-temps tu rentres à 2-0 Hmm. Nice, il T'as n'y a raison, pas crié au scandale. t'as Tu crées raison. des occasions. Après, voilà, il y a le scénario qui fait que tu prends un but dès le retour des vestiaires, le troisième, et qui fait que tu te déconnectes. Bon, c'est le scénario. Mais dans le contenu, la première mi-temps n'est pas jetée. Là, hier, je retiens rien des 90 minutes. C'est une fête collective du staff technique jusqu'à la board en passant par le chauffeur de bus. Enfin, c'est de A à Z, quoi. On est resté au Thermac. On est resté au Thermac. On n'a jamais pris l'avion pour Rennes. C'est voilà. Je pense qu'on peut l'expliquer par un choix de compo, déjà parce que, comme l'a très bien dit Mathis, leur système hybride de 4-4-2, 4-3-3 sans ballon avec Bourigeaud qui rentre dans le milieu de terrain nous a beaucoup gênés. Pourquoi il nous a beaucoup gênés? Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, enfin à mon avis, après à mon humble avis, c'est parce que ben, quand tu as un numéro 6 qui a du mal à venir s'intercaler entre les lignes pour venir ressortir, pour servir de première relance, c'est compliqué, donc tu n'as pas ta solution courte. Mathis l'a très bien dit, ils nous ont forcé à allonger, mais d'habitude, l'OGC Nice aime allonger ces longs ballons dans la diagonale, mais parce qu'ils ont un joueur qui s'appelle Jérémy Boga. Sauf que cette fois-ci, quand tu allongé, que tu faisais une diagonale, c'était Gaëtan Laborde et que Gaëtan Laborde, ben, souvent, les premiers ballons qu'il touchait, c'était du jeu en retrait parce qu'il n'a pas la percussion, il n'a pas la qualité technique pour aller jouer les 1 contre 1. Donc en fait, c'était échec et mat. Dès le début du match, c'était échec et mat. Donc voilà. Ensuite, sur la solution de repli, ben, moi je suis désolé, mais quand je vois le contenu de la première mi-temps, c'est déjà un miracle qu'on rentre à 1-0. C'est vrai. La première chose que je fais, c'est que je fais un double changement à la mi-temps. Je suis désolé, on reproche à Francesco la première journée de nous faire 5 changements en 70 minutes contre Lille. Mais hier, voir le premier joueur offensif rentrer à la 65e, c'est un scandale. Alors, encore une fois, qu'on soit bien d'accord, on parle de ce match, parce que je connais Oui, déjà voilà, les personnes qui vont dire oui, il ne faut pas tout remettre en question, on n'en remet rien en question. Farioli est un super entraîneur, Farioli est l'entraîneur qu'il faut à l'OGC Nice, mais Farioli a que 34 ans, Farioli apprend, Farioli c'est sa première dans une saison dans un top 5 grand championnat, il a une place qui pensait pas être. Donc il y a aussi cette pression et ce statut de favori à chaque rencontre qui est maintenant à gérer. Il y a aussi le fait que
Je pense qu'il n'est pas bête et qu'il sait qu'il est en train de surperformer avec cet effectif-là. Donc je pense aussi que lui, il a envie de ralentir l'échéance où on va pas se cracher, mais perdre un peu de terrain, ce qui est normal. Il y a toujours le contre-coup d'une série comme ça. Voilà. Voilà. Moi, hier, je pense que ce qui nous fait défaut, c'est que en fait, on ne sait pas changer de système, on ne sait pas changer de rythme, tu l'as dit. Mais ça vient aussi du fait que les changements ils sont trop tardifs, il n'y a pas de prise de risque. Moi, hier, déjà à la mi-temps, à 1-0, il faut réagir avant, il faut faire deux changements, il faut faire rentrer un offensif et il faut faire rentrer un milieu de terrain. Justement, par rapport aux changements, Flo, je vais te les donner et je vais les donner aux auditeurs. 64e, double changement. Shaw qui remplace Laborde, Belayan qui remplace Claude Maurice. Je peux juste permettre juste là, déjà, je fais du Kamka. Tu sors la board par rapport à sa prestation, ok, mais Mofi, il a déjà la tête à la canne. Pourquoi tu me sors pas Mofi en premier? Mofi, ça se voit qu'hier, il n'est pas concerné, mais c'est normal. C'est humain, hein, ça, je lui en Je suis veux pas pas, hein. forcément d'accord avec toi, Flo, tu vois. Justement, Ben, moi, moi, je suis par rapport à son ouais. langage corporel sur le terrain, je m'attendais à un joueur un peu plus désintéressé. Justement, j'ai trouvé que. Alors, il a peu réussi comme toute la ligne offensive, quasiment, hormis peut-être Evan Guessant, on y reviendra. Mais il n'a pas fait un grand match, mais par contre, il a eu le mérite quand même de se donner. Et mis à part le fait qu'il soit, lors du remplacement, eh bien parti, enfin quitter le terrain en marchant, chose qui m'a un peu irrité à titre personnel. J'ai pas grand chose à dire sur son match en fait. Ah non, mais je dis rien sur son match, c'est pas ça que je veux dire. C'est que moi, je suis persuadé que le garçon était à 100% dans le match. Mais mentalement, c'est obligé qu'indirectement, tu vois ce que je veux dire, ils sont un peu moins impactés, il a un peu moins de duel. C'est normal. Moi, ce que j'aurais aimé à ce moment-là, c'est repositionner Laborde en neuf, dire à Guessant, tu prends le côté gauche, et me faire rentrer à Lichaud à droite. Parce qu'en plus de ça, tu me fais rentrer un joueur qui peut pas exploiter ses moyens à 100% vu que tu me le fais rentrer à gauche. Et- 77e et 78e, Bonani qui remplace Mofi et Loucher qui remplace Sanson. Effectivement, alors déjà peut-être on va rester sur le coaching. Ce qui a été saisissant, je pense pour tout le monde, c'est eh bien la performance des entrants. En même temps, bon, les titulaires n'ont pas fait un grand match, mais quand je vois un Reda, même un Badreddine Buonani hier soir ou un Tom Loucher surtout, finalement Flo, moi je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes qu'on a vus à l'œuvre, surtout en Coupe de France, est-ce que c'est plus qu'une alternative pour toi? Est-ce que certains joueurs sont peut-être dans un confort où on est vraiment sur une faillite collective, un, un événement un peu à part qui ne doit pas remettre en cause certains statuts malgré le fait que les performances soient un peu en dents de scie. Moi, je pense qu'il faut faire du cas par cas. C'est-à-dire que bon, la faillite collective qu'on a hier, elle ne doit pas remettre en question ce qu'on fait depuis le début de la saison. Ça, c'est une certitude. Euh, Moi, je pense qu'il y a un message que des fois, il y a dans une saison, il y a des matchs où tu peux envoyer des messages. Et hier, Farioli nous a envoyé un message. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as 4 joueurs titulaires, enfin 3 hier, non, 2 parce qu'on arrive à table, quand tu as des joueurs qui partent 2 joueurs à la canne, Mofi en instance de départ à la canne, et que tu as en plus ça 3 cadres qui sont blessés, c'est à ce moment-là, tu tentes pas un coup avec tes jeunes, tu vas les mettre quand en fait? Tu les mets quand? C'est pas quand tu as l'effectif à 100% qu'il faut leur faire confiance. Moi, je pense que hier, il y en avait 2 à incorporer. Sur le 11 de départ, si tu voulais pas faire commencer Ali Chaud parce qu'il venait d'arriver de la Real Sociedad, chose que je peux comprendre, tu commences avec Balde ou Buonani, un des deux, et tu mets le petit Belayan au milieu de terrain. Moi, en tout cas, c'est ma vision de la chose. Surtout que Sanson revenait de blessure. On a vu hier qu'il n'était pas du tout prêt à jouer. Et pas du tout. Il était à l'envers surtout. Donc ça, c'est la première des choses. Et c'est l'un des 2 gros défauts que je peux dire à Francesco Faroli depuis le début de la saison. C'est qu'avec les jeunes, il y a zéro continuité. On voit Mendy 2 fois d'affilée titulaire. Hier, il a l'occasion de le mettre. On ne le voit pas, alors qu'il fait 2 très bonnes prestations. On voit Baldé faire une très bonne rentrée à Monaco, une très bonne rentrée à Clermont, puis après plus rien, et d'un coup il fait une bonne rentrée au Havre, bon il se blesse, mais
on va 3 fois à 3 moments complètement différents dans la saison. Boanani, il n'a aucune entrée depuis le début de la saison, puis d'un coup, il joue un match, il commence titulaire. C'était contre Brest, si je ne dis pas de bêtises, où Boanani commence direct titulaire. Puis après, on ne le voit plus. Puis d'un coup, là, il fait la rentrée contre Nantes, il est catastrophique. Et hier, il refait notre entrée, alors que Baldé, de l'autre côté, on ne le voit plus. Enfin, je ne comprends pas trop à ce niveau-là la gestion des Ouais. jeunes. C'est l'un des. Par rapport, Voilà, à ce qu'on, par rapport à ce qu'on arrive à saisir, du moins, de notre poste de télé ou du stade, il y a des choses qu'on n'arrive pas trop à expliquer, quoi. C'est ton propos. Ah oui, ça, c'est Titu contre Montpellier, Romain, tout à fait. Qui me corrige dans le chat. C'est Ok. Titu contre Montpellier. Et la dernière chose, c'est que, à la limite, que depuis le début de la saison, même si un Reda Belayan mérite de jouer, qu'on ne voie pas trop de jeunes au milieu de terrain, je peux comprendre parce que ton milieu il tourne assez bien, tu es assez fourni, c'est l'un même de tes points forts depuis le début de la saison à effectif au complet. Je veux dire, tu as Thuram, tu as Boudaoui, tu as Sanson, tu as Youssouf, tu as Rosario qui, même cette année, quand il joue, il est excellent. Bon, mais devant Pancho, est-ce qu'on avait une formule qui a marché? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas tous eu envie de jouer avec enfin deux vrais ailiers? Est-ce qu'à un moment donné, on s'est pas dit, ben, pourquoi pas mettre dans un match Eboga d'un côté et Baldé de l'autre? Pourquoi toujours voir Mofi Laborde avec un joueur à qui on réinvente un poste? Et c'est Club Nissa qui a tweeté très justement là, cet après-midi. Il a dit Farioli, lorsqu'il choisit sa ligne d'attaque, il la compose en pensant à l'équilibre de l'équipe plutôt qu'à penser comment tu vas produire du jeu. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois Le, tout à cho- fait. le choix à la board aujourd'hui, je suis désolé, à chaque fois que Farioli il met la board sur une feuille de match, c'est exactement ce que faisait Deschamps avec Matuidi à l'Euro. C'est pareil, je le vois de la même chose. Il se dit on va bloquer le couloir. Et voilà. Et en fait, Farioli, il est équilibre, 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 équilibre. Mais sauf que quand tu es mené comme ça à Rennes, à un moment donné, il faut produire du jeu parce que c'est pas les Rennais qui vont sortir, qui vont prendre des risques et qui vont dire ben, venez les gars, eux ils sont en crise de confiance, ils viennent de prendre des points. Ils vont pas sortir et te dire bon ben allez, venez les gars, on mène 1-0, 2-0, venez contrer. Non, à un moment donné, il faut prendre les choses en main, il faut mettre un peu de folie. Quitte à même dans les 15 dernières minutes sortir un défenseur et mettre un attaquant en plus, tu t'en fous, t'es mené 2-0. T'en prends 3 ou 4 ou t'en prends 2. Il se passe quoi? T'as 0 points à la fin de la journée. Eh ben, à un moment donné, voilà. Enfin voilà. C'est des petites choses qui font que c'est le petit hic du début de cette première moitié de saison. C'est assez pertinent, effectivement. J'ai vu le tweet de Guillaume à ce sujet-là. Maintenant, aujourd'hui, je pense que par rapport aux joueurs que tu as, bon, même si c'est quelque chose qui n'est pas officiel, tu as des statuts dans un effectif. Tu vois, un mec comme Laborde qui a été très performant l'année dernière, c'est compliqué. Mofi, c'est ta plus grosse recrue de l'histoire, c'est compliqué aussi. Moi, je trouve qu'on paye surtout l'absence de Boga parce que dans le profil, on n'a pas ce joueur et c'est pour ça que Mohamed Ali Chaud, à mon sens, et j'espère ne pas me tromper, est une très bonne recrue parce qu'il apportera un peu de folie, un peu de percussion, un peu de vitesse, chose qui manque énormément à l'OGC Nice. Mathis, toi, par rapport à la prestation de l'OGC Nice et par rapport à ce qu'on se dit, est-ce que déjà tu avais vu d'autres matchs du gym cette saison et qu'est-ce que tu as pensé un peu de notre prestation hier? Je rejoins parfaitement ce qui a été dit par rapport à la borne, mais enfin, j'ai pas pu voir tous les matchs de Nice exceptionnellement. Normalement, je regarde beaucoup de matchs de Ligue 1 cette année. J'ai moins le temps à cause de mon travail. Je travaille souvent le week-end, c'est compliqué. Mais de ce que j'ai pu voir, et Farioli est un coach hyper attaché aux transitions. Et c'est vrai qu'avoir un joueur comme Laborde qui va tout de suite avoir le réflexe à la perte de balle, de défendre et de bloquer le couloir, moi je partage tout à fait ça. Et je pense que c'est une des raisons qui poussent Farioli à le faire jouer. Après, moi, si vous voulez un avis de Nice, malheureusement, voilà, il va pas être hyper étayé. J'ai Par pas rapport au vu tous les match? matchs du gym. Ouais. Par rapport à ce match-là, évidemment, j'ai été déçu. Après qu'on ait eu la maîtrise, globalement, je suis pas surpris. On était chez nous. Je voyais pas Nice non plus nous dominer dans ce secteur. Par contre, j'étais surpris qu'on se crée beaucoup d'occasions. Après, moi, je sais pas, c'est un point de vue extérieur, c'est un avis peut-être que vous avez jugé simpliste, mais il y a quand même quelqu'un qu'on oublie dans l'équation, c'est que Todibo est pas là. Et que quand tu n'as pas Todibo derrière, forcément, tu es bien moins solide quand même. Après, je ne vois pas encore une fois tous les matchs de Nice, mais moi, quasiment tous les matchs du gym que j'ai vu cette saison, Todibo, il est hyper précieux dans le duel, dans la couverture, dans la gestion de la profondeur.
Et là, ça a peut-être manqué, notamment dans la solidité, la gestion de la profondeur. Vous n'avez pas été souvent pris dans le dos, ce qui n'est pas de toute façon notre force principale, sauf sur le deuxième but, cela dit. Mais nous, on est plutôt bon en attaque placée. Voilà, après, offensivement, ouais, j'ai été déçu, même en transition, cette équipe de Nice. Il y a juste une super action qui a 2 doigts de passer en début de match, je ne sais pas si vous l'avez. Super sortie de balle, un renversement que Truffert bloque. Et si elle passe, franchement, Mofi va au but et l'action, elle est dingue. Mais c'est la seule fois où j'ai senti Nice capable de nous gêner en transition. Ce qui est surprenant, alors que même un joueur comme Mofi, qui est puissant dans ce style de jeu, je pense qu'il aurait pu nous faire mal. On ne l'a jamais trouvé lancé. Un joueur comme Guessant, on l'a toujours trouvé dos au jeu, donc ce qui est plutôt positif pour nous, même si c'est aussi son point fort. C'est un joueur capable de garder les ballons, mais on ne l'a jamais trouvé face. Il a fait un bon match, honnêtement. Avec Ouais, les cartes qu'il avait autour de lui, il a fait un match très correct. Honnêtement, le meilleur offensivement. Courageux. Il a fait un match courageux, Guessant, je suis assez d'accord, mais ça a été souvent dos au jeu. Bien sûr, parce que gros travail d'Omari aussi. Gros travail d'Omari d'abattage, hein, surtout sur les seconds ballons. Omari a fait son, je vous le dis, je ne sais pas si je l'ai dit pendant l'émission ou avant, mais Omari a fait son meilleur match cette saison. Hein. Voilà, s'il y a des Rennais en tout cas qui nous écoutent, ça montre que c'est un joueur qui a du talent. C'est pas non plus pas tout de suite le descendre niveau Ligue 2 ou niveau national. Donc ça, voilà. Pour le reste, puis dire que vous avez un gardien de niveau déjà pas loin Ligue des Champions, si c'est pas déjà le cas. Je veux dire, Marcin Bulka. Déjà, je me souviens que l'année où vous allez en finale de la Coupe de France, il fait un parcours admirable. L'année dernière, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas pu jouer, surtout que Schmeichel n'était pas non plus irréprochable, je trouvais. T'inquiète pas, là, comment ? T'inquiète pas, t'es pas le seul. Voilà, mais donc je trouve que c'était déjà bizarre de ne pas le voir beaucoup plus la saison passée. Cette année, il mérite largement d'être titulaire et j'ai peur pour vous. Je ne sais même pas si vous allez réussir à le garder à la fin de la saison parce qu'il fait une saison quand même assez impressionnante. Alors, chaque chose en son temps et chaque problème en son temps. Déjà, on va gérer Kefren Turam et JC Todibo sans doute en janvier ou cet été. Ne commence pas à parler de Marcin Bulka, même si je te rejoins sur une chose. C'est que au-delà des performances effectivement qui sont très très bonnes, ce qui est génial, c'est que vraiment il y a une connexion avec les supporters et ça je trouve que vraiment pour un gardien ça fait des années, même tu vois on a eu des bons gardiens Flo à l'OGC Nice, hein, honnêtement c'est Ospina et tout, mais j'ai pas le souvenir vraiment qu'on avait autant un gardien tu vois où tu te sentais vraiment connecté quoi, qui te regarde et qui attrape le fanion, enfin qui te... Tu sais Pancho, je vais te dire un truc, je sais pas si tu regardes un peu la première ligue, même toi Mathis, je sais pas si tu regardes un peu la première ligue, mais cette équipe de Nice cette saison, elle me fait énormément penser à Arsenal l'année dernière. T'as un nouvel entraîneur, Arteta ça fait un moment qu'il est là, mais qui essaie de mettre des choses en place, où il veut mettre d'abord, parce qu'Arteta c'est un entraîneur qui aime beaucoup faire jouer ses équipes, mais qui arrive, qui veut d'abord solidifier son effectif en mettant des compos très stables. T'as un gardien qui est à moitié fou dans la cage, un peu comme Ramsdale avec les supporters d'Arsenal. Nous, c'est Bulka. D'ailleurs, au passage, Bulka a acheté 2 millions d'euros. Hein. Braquage. C'est super bien joué. Voilà. Merci Fournier. Mais vraiment, il y a beaucoup de similitudes dans la philosophie entre les coachs, entre les clubs un peu moins. Mais honnêtement, ça prend forme. Et je fais ce rapprochement parce que je pense que Farioli, en vrai, il a l'image de l'entraîneur qui est à fond dans l'équilibre et tout, mais j'en suis sûr que c'est un entraîneur qui aimerait faire plus jouer son équipe. Je pense aussi. Et chers auditeurs du Club Pancho, forcément, vous avez la petite minute Gunners offerte par Flo. Hein, c'est habituel. Non, mais je la faisais pas je suis sûr que si demain on fait une émission sur Châteauroux-Orléans, il y aura un truc sur les Gunners, tu vois. non, mais vraiment, parce que là, c'est le petit coup de feu et tout. Mais non, mais je dis ça parce que franchement, c'est vraiment comparable. Parce que déjà, si je me permets de faire ça, c'est parce que Farioli, dans une interview, il avait dit que les coachs qui l'inspiraient, c'était Guardiola, Arteta. C'est pour ça que je me permets de faire cette comparaison. Et que, comme je dis, en fait, c'était pour faire la transition pour dire que je pense que tout comme Arteta, Arsenal, Farioli, il aimerait faire plus de jeux actuellement. C'est juste qu'il c'est un entraîneur qui est très intelligent, qui a un staff qui est très intelligent, et je pense qu'il sait qu'il n'a pas les individualités devant pour proposer plus de déséquilibre. Il sait que certains joueurs sont limités. Je pense qu'il sait très bien que là, Melvin Barr, il tire le maximum de ce qu'il peut tirer. Rosario, pareil. Je pense qu'il est très intelligent là-dessus. Et il ne va pas rentrer dans quelque chose qu'il ne maîtrise plus, en fait. Et
Et voilà, c'était juste pour dire ça. Alors, Mais on a Mathis, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose. Moi, je pense aussi, par rapport à Farioli, qu'il a très bien compris aussi ce qui faisait la force de la Ligue 1. C'est-à-dire que quand tu es une bonne équipe en transition, aussi bien offensive que défensive, ce qui est quand même une des forces de Nice, notamment les transitions défensives, où ils sont très peu pris à défaut, bah, tu vas loin. Et ça s'en ressent au niveau défensivement. La Nice a 11 buts, du coup, avec les 2 buts que vous avez encaissés hier, c'est un parcours formidable. Et je pense que là où je suis d'accord avec Florian aussi, c'est que Farioli, j'ai pas observé, hein, faut être honnête, en Turquie, j'ai pas regardé ce qu'il a fait, mais de ce que j'ai pu lire, en effet, c'est un coach qui veut proposer du jeu, mais il a cette intelligence, encore une fois, je suis d'accord avec Florian, il a compris ce que la Ligue 1 demandait, ce que la Ligue 1 exigeait, de la rigueur en transition. C'est ce qu'il applique à Nice. Et une fois qu'il va vraiment avoir ce confort, qu'il va vraiment avoir rodé son équipe dans ce secteur, je pense que là, on verra du Nice un peu plus genre. Enfin, je l'espère pour que vous ayez encore davantage de spectacles et pour la Ligue 1, quoi. Oui, Mais effectivement. je souscris à ça. N'oublions pas que le coach italien et son staff eh bien, sont arrivés fin juin, donc calculé, hein, ça fait combien 7 mois environ, 6 mois, ouais. 6-7 mois, donc effectivement, alors on se répète, hein, et on veut rester optimiste, je pense quand même aussi que marquer des buts, ça reste quand même quelque chose qui est le plus compliqué au football, quoi. Donc justement, il y a un message de Nissar d'État par Aussi, elle a rapport à ça. compris. Hein. Étant donné ce qu'on voit, même quand les résultats allaient bien, par quel aspect on peut rester optimiste sur notre capacité à enfin mettre des buts? Par quel joyeux miracle ça va se produire? Ça fait un peu peur tout de même. Mais en fait, Moi, j'ai pas peur, moi, personnellement. moi je trouve que tu vois, enfin, on dit que le problème et l'axe de progression, c'est l'efficacité offensive. Pour moi, c'est pas l'animation, c'est l'efficacité offensive. Parce que C'est ça, je suis d'accord avec toi. les On les actions, a. on les a eues. Et hormis hier soir, où on va considérer que c'est un non-match, parce que c'est le titre de l'émission, je vous le dis, c'est un non-match. Voilà, on est passé au travers. Il y avait certaines personnes qui étaient dans les tribunes qui n'avaient rien à faire là. Ça a donné une bouillie, ça a donné une bouillie de football. Maintenant, offensivement, est-ce que Flo, concrètement, si on se projette, alors peut-être pas, mais tu vois, un Mohamed Ali Chaud, tu prépares l'année prochaine aussi, quoi, en récupérant ce type de profil. On a l'équivalent aussi de Jérémy Boga dans le style, j'entends. Moi, je pars du principe que au prochain mercato, enfin cet été, tu devrais perdre. On va être, à un moment donné, ça va arriver, hein, on le dit chaque année, mais ça va arriver. Pour moi, tu perdras Thuram et Todibo, parce qu'à un moment donné, ils sont pas éternels, c'est normal. Mais tout le reste, pour moi, je pense que tu vas le garder. Donc, en soi, l'ossature qui est autour des deux, hein, il faudra les remplacer. Mais là, les joueurs qui travaillent ensemble, ils seront encore là l'année prochaine. En fait, là, tu vas avoir je l'espère, de la stabilité, de la continuité. Et, euh, et je pense que oui, Mohamed Ali Chaud, c'est une recrue pour maintenant, c'est une recrue pour l'année prochaine, c'est une recrue même pour dans 2 ans. Euh, et il va s'intégrer à cet effectif. Là où moi, je me fais pas de soucis, comme tu le dis, c'est que pour moi, c'est pas un problème d'animation offensive à Nice, c'est un problème de conclusion. Après, comme l'a dit Mathis, et je peux l'entendre, on n'est pas toujours emballé par Nice d'un point de vue extérieur, c'est sûr, mais moi je suis le premier à le dire. Moi j'aime ce que fait Farioli parce que c'est mon style de jeu et que je sais où il veut en venir, parce que voilà, je connais déjà ça, je l'ai déjà vu ailleurs. Mais je peux comprendre d'un point de vue extérieur, quand on regarde Nice jouer, bon, ben, on se régale pas tout le temps parce qu'il y a du euphorie. Mais des occasions, tu t'es créé. Je veux dire, tu es l'une des 3 ou 4 équipes qui se crée le plus d'XG en championnat. Tu n'arrives juste pas à les convertir. Et pour moi, tu fais face à, je répète, un manque de qualité individuelle devant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, à part Boga, dans cette équipe, tu n'as pas un joueur qui sait jouer les 1 contre 1, tu n'as pas un joueur qui arrive à provoquer. Je pense que Ali Chaud est venu aussi pour ça. Là, pour moi, il y a le match à Bordeaux qui va arriver dans 15 jours. Normalement, tu récupères Job, Thuram, Todibo. Voilà, ça doit repartir, quoi. C'est à Metz, à Justement, domicile, ça doit repartir. tu me permets quand même de préciser quelque chose parce que je ne l'ai pas dit, mais si vous êtes là, c'est que vous le savez sans doute. Au démarrage, alors j'ai noté Thuram, Diop, Boga, Boudaoui, Attal, Todibo, absents. Ce qui fait quand même des absents qui peuvent potentiellement être titulaires dans le 11. Donc ce n'est pas rien. Flo, j'ai une question, puisqu'on parle un peu tactique, et on aime ça, je pense. Euh, ce qu'on a vu contre Auxerre, est-ce que ça ne demande pas à être revu dans le dispositif et dans la production? Ne serait-ce que pour mettre dans les meilleures conditions un Jordan Lotomba, que j'ai trouvé vraiment, pour le coup, beaucoup plus à l'aise
que depuis le début de saison, dans ce profil un peu plus offensif. Moi, je vais un peu te décevoir, mais je suis pas du tout pour. Parce que en face, enfin, c'était une Ligue 2, j'ai trouvé Auxerre très faible. Hmm. Je pense que tu pouvais même jouer en 4-4 de losange, il t'aurait rien arrivé ce soir-là. Je pense on a des jeunes qui ont fait un super match. Je pense que c'est un système qu'il fallait pour dépanner. Après, sur le long terme, le souci que j'ai avec ça, c'est que t'exploites pas du tout tes couloirs et que quand tu vas avoir un retour de Boga, plus maintenant ton recrutement Mohamed Ali Chaud, tu as tes couloirs qui ont été parfaitement renforcés. Donc, moi, je suis pas trop pour. Je trouve que le système hybride, il est très bien parce qu'il te permet, quand tu as le ballon, de rajouter un joueur au milieu de terrain et de produire du jeu. Et en fait, si tu veux, là, avec ce 4-3-3, pour moi, tu peux jouer de deux manières différentes. C'est la transition en attaque placée, alors que du moment que tu mets un système à 3 derrière. Et là où je rejoins Mathis, parce que je pense que c'est aussi pour ça que ça marchait pas trop le système A3 avec Stéphane. C'est que, comme le disait très bien Mathis par exemple, la force du Stade Rennais, c'est les attaques placées, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu joues un système A3 derrière, tu te cantonnes qu'à de la transition. C'est très compliqué d'attaquer sur attaque placée. Tu vas toujours avoir dans ta construction, tu vas toujours avoir, parce que souvent, quand tu as 3 derrière, tu vas jouer avec trois défenseurs centraux de métier et tu vas avoir toujours cette difficulté à venir pallier au milieu, rajouter un mec, venir jouer entre les lignes. Donc, en fait, tu vas avoir le même souci qu'avec Giga l'année dernière, c'est dès que tu vas avoir un bloc bas, ben, ça va être Terminares et tu vas falloir récupérer. Je vais me permettre quand même de défendre un peu mon point de vue. Par rapport aux joueurs que tu as à ta disposition, Mhm. j'entends Youssouf, Mendy, Todibo, Dante, etc. Tu as la possibilité de jouer à 3 derrière, même Rosario qui peut dépanner. Aujourd'hui, euh, pourquoi je te parle de ça et pourquoi je vous parle de ça, les gars, c'est euh, on ne sait pas quoi faire du ballon des fois. On fait des passes au gardien, ça passe, ça fait des passes à droite et à gauche aux quatre défenseurs. C'est dur. La possibilité avec tes trois défenseurs centraux et d'avoir un mec comme Youssouf par exemple qui a la possibilité de jouer un cran plus haut, c'est que ça crée du déséquilibre dans la relance. Et pour moi, ça peut te permettre de donner à un défenseur central, on va dire, excentré droit ou excentré gauche, un peu plus de liberté à la relance, tu vois. Je, je comprends ce que tu veux Mais dire. dans le déséquilibre et dans le côté un peu surprise. Parce que Je com- honnêtement, alors oui, ça a fonctionné les diagonales, hein. Ça a fonctionné. Mais hier soir, franchement, enfin. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Pancho, et je dis pas que tu as tort. Je dis juste que si tu as joué une équipe comme le Stade Rennais qui va venir te chercher, ou même le PSG, ça a marché. Mais si tu joues contre le FC Metz, qui va venir au stade dans 15 jours et qui va te mettre une ligne de 5, une ligne de 4 et un mec devant, ils en ont rien à cirer que tu es le défenseur central gauche qui est disponible pour pouvoir remonter le ballon, tu vois, parce qu'à un moment donné, tu vas venir te heurter à une ligne, c'est ça que je veux te dire. En fait, je trouve notre force, je trouve à Nice, c'est en fait, ce que tout le monde déteste chez nous, mais c'est justement le fait de jouer Lotomba, Bard, Tojibo, Dante, Bulka et faire ça pendant 10 minutes. Parce qu'on endort en fait. En fait, la force de Nice, c'est le faux rythme. En fait, si tu enlèves ça, tu enlèves notre force. Parce qu'en fait, notre faux rythme, il endort l'adversaire. C'est ce qu'il y a de plus agaçant, c'est ce que les équipes détestent. C'est ça en fait la Hmm. force de Nice cette saison. Et le problème, c'est que nous, en tant que spectateurs, c'est sûr que ce serait peut-être plus fun de mettre ça en place. Je dis pas Mais le contraire, quand mais ça marche pas, là, il faut être capable. Là, il faut être il faut capable. être en capacité, et Ah, là je suis d'accord. je vais paraphraser Farioli, d'utiliser une autre tenue de soirée, de Je suis changer ta d'accord. tenue. Et hier, honnêtement, j'ai pas compris pourquoi, je me répète, hein, mais c'est encore un peu frais, j'ai pas compris pourquoi à partir de la 15e minute de jeu, on est resté derrière, Laborde jouait piston gauche, je me suis dit, en fait, on accepte de subir. Ok, Rennes était peut-être au-dessus techniquement sur ce match-là, Oh, mais mais j'ai pas compris à intrinsèquement. quel moment on s'est dit on va les prendre en contre-attaque ou on va peut-être exploser avec des mecs comme Laborde et Mofi en transition quoi. Mais parce qu'en fait, tu peux pas exploser avec ce genre de joueurs parce que techniquement, ils sont trop Oui, faibles. non mais là-dessus on est d'accord, mais j'ai pas compris le Mais est-ce que c'est la c'est qualité réellement de une départ. consigne? Est-ce que c'est vraiment une consigne de les avoir de leur avoir demandé ou qu'ils se soient positionnés de cette manière-là parce que en fait
Bah ouais, on essayait de relancer, seulement tu n'arrivais pas à toucher le milieu de terrain parce que bah, c'était pris par les Rennais, ils quadrillaient bien le terrain, tu n'arrivais pas à créer un décalage. Il y a eu peut-être deux, trois belles sorties de balles qui auraient pu amener quelque chose, mais la plupart du temps, c'était Dante qui essayait de toucher Guessant. Moi, je pense que deux trois ballons qui touchent la board, notamment en première mi-temps, où il peut aller défier Doué en 1 contre 1, si c'est Boga, il y va. Hmm. Mais la board, même lui, il le sait, il sait que techniquement, il peut pas. Voilà, la board, je pense qu'on l'a vu à Rennes, hein, c'est un mec qui a besoin d'un joueur proche de lui, et c'est un joueur qui est là en point d'appui. C'est un Giroud low cost, la board. Enfin, je suis désolé, Ouais. mais c'est pas une critique, c'est ça pas l'être. Enfin, je pense que Mathis, tu pourras le Ouais, confirmer, ah, tu as Ouais, je les deux suis saisons, mais complètement d'accord. Mais Laborde est absolument pas un joueur de 1 contre 1. C'est un joueur, comme tu dis, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin, voilà, de. Lui, il va plutôt jouer dos au jeu, et son but, c'est de retrouver un joueur face au jeu lancé. Et c'est vrai que peut-être qu'en jouant à ce poste-là, c'est peut-être plus compliqué, en effet, de trouver des solutions, notamment exilé côté gauche. Surtout quand tu le mets en latéral gauche, avec toutes les qualités qu'a Melvin Barr, je trouve, cette saison. Mais on va pas se mentir que même un Melvin Barr à 100%, sa qualité première, c'est pas de venir dédoubler. Donc en plus de ça, il a pas de solution pour fixer, il a pas de solution pour rentrer. Même s'il rentre intérieur, c'est sur son mauvais pied. Enfin, pour moi hier, enfin franchement, pour moi hier, Laborde, tu l'as envoyé au charbon. Tu le mets pas sur son bon. Déjà, tu le mets sur un côté, pas sur le pied qui pour rentrer intérieur. Enfin. Et après, tu me parles de Mofi, Pancho, je suis d'accord, mais pour moi, encore une fois, Mofi sur le côté, enfin, c'est bien parce que t'as Walou sur le côté, mais en vrai de ça, enfin, Mofi, c'est un neuf, il lui faut deux ailiers, et puis il moi je faut suis jouer au d'accord, football, hein, moi quoi. je suis pas un militant de Mofi à droite, hein, mais moi je considère qu'il bricole, c'est clair. Il bricole actuellement. Il a pas les. Je pense pas qu'il ait les profils de joueurs. Mohamed Ali Chaud se rapproche sans doute un peu plus de ce qu'il veut et de ce qu'il souhaite construire devant. Mais c'est compliqué. On va peut-être parler aussi du milieu de terrain. Parce que là, on est resté quand même beaucoup sur la ligne offensive parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, Pablo Rosario, quand même, sortait d'une belle prestation contre Lens. À titre personnel, pour moi, la prestation la plus accomplie de sa part depuis le début de saison. Même si les milieux de terrain avec qui il jouait à ce moment-là, notamment Hicham Boudaoui, qui était là J'ai contre beaucoup Lens. aimé, c'était après un mi-temps au Havre aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il vendange, mais il est là, tu vois. Il vendange. Mais il est là, mais il est là. Il est là, il est là. Mais de toute façon, respect, hein, Pablo, un mea culpa. Hein, je m'excuse pour toutes les paroles déplacées que j'ai eues à ton égard. Maintenant, ce qui a un peu cristallisé, on va dire, pas mal de commentaires sur le match d'hier soir, c'est la prestation notamment de Morgan Sanson. Alors, on va contextualiser aussi. Morgan Sanson revenait de blessure. Il avait été forfait contre Auxerre en Coupe de France. En fin de saison, en fin d'année civile, c'était aussi un peu compliqué. La question que je me pose, alors on va peut-être dire que je suis dans la culture de l'instant, mais est-ce que Morgan Sanson, sur la mi-saison, Flo, te convainc en te disant, enfin, est-ce que tu es convaincu de te dire que tu vas partir sur les deux trois prochaines années avec Morgan Sanson dans ton effectif? Sous-entendu, est-ce que, alors je crois que c'est une obligation d'achat, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois, qui va être levée sous certaines conditions. Est-ce que pour toi c'est cohérent de partir avec lui sur plusieurs saisons? Je m'explique, on est en janvier, on a vu un bon match contre Toulouse, on voit effectivement qu'il est peut-être haut dans les kilomètres parcourus, mais moi je reste sur ma position depuis qu'il est là. C'est pas du tout le joueur qu'on attendait, je pense. Il peut sortir des bonnes performances, mais par contre, c'est trop neutre. Et le match d'hier soir, pour moi, c'est. Alors, peut-être pour des raisons physiques, c'est peut-être le pire qui nous sort chez nous. Mais la question, c'est quand même de savoir, demain, si t'es européen, est-ce que tu repars avec Morgan Sanson, quoi? Alors, pour te répondre à ta question, j'enlève évidemment le match d'hier soir. On le compte pas dans Hmm. l'équation. Ok, ok. Depuis le début de saison, donc. Je repars avec Morgan Sanson, même en Coupe d'Europe, pour deux raisons. Pas forcément comme titulaire, mais pour deux raisons. Première chose, c'est que c'est un profil qui est complètement différent de tous les autres milieux de terrain que tu as. C'est-à-dire que tu as un Thuram qui a un profil box-to-box, qui va venir casser les lignes balles au pied, qui Hmm. aime être lancé face au jeu. C'est quelqu'un qui va te gagner du terrain.
Tu vas avoir Hicham Boudaoui, qui est un joueur qui est complet. Hein. Moi, honnêtement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas encore un top club européen qui est venu le chercher. En tout cas, mieux que nous. Voilà, pour moi, il a toutes les qualités pour être dans un club qui joue la Ligue des Champions régulièrement. Après, c'est mon avis, mais Mm. voilà, c'est tout faire. Euh, mais Morgan Sanson, pourquoi je le garde? Parce que, alors, je sais pas si tu partages mon avis, mais pour moi, Morgan Sanson, il est utile sur 2 tiers du terrain. Il est utile quand il est. En fait, les 2 premiers tiers du terrain, il est très bon, et le dernier tiers, il est catastrophique. C'est-à-dire que quand tu vas être sous pression, qu'il va falloir ressortir les ballons dos au jeu, pour moi, c'est le meilleur joueur de ton effectif dans cette position-là. Quand tu es sous pression, qu'il faut ressortir calmement le ballon, que tu es dos au jeu, que tu n'es pas forcément organisé, que tu es sous la pression, c'est un super joueur. Et aussi, il a un volume de jeu que tu peux pas négliger. Il n'y a pas que les kilomètres parcourus, il y a le nombre de récupérations qu'il fait, il y a le nombre d'espaces qui vient fermer par le nombre de répétitions de course. Et ça, dans le profil, t'as pas d'autres joueurs comme ça. T'as pas un joueur qui sait actuellement à Nice, ou enfin, oui, t'as Boudaoui qui sait le faire, mais qui a une aisance, qui a une super aisance technique pour sortir le ballon dos au jeu. Sanson, il fait partie des 2 meilleurs joueurs de ton effectif dans cette utilisation-là. Après, oui, évidemment, dans le dernier tiers, moi, je suis le premier qui me fait. Enfin, franchement, il me saoule parce que il y a des passes évidentes qu'il ne doit pas rater, il y a des occasions évidentes qu'il doit mettre au fond, mais il t'apporte quelque chose. Enfin, pour moi, rien que le. Bon, je vais parler du premier match de la saison face à Lille, mais je sais pas si tu t'en rappelles, Pancho, mais les ressorties de balles qui te permettent de sortir les ballons sous la pression des Lillois, des fois 2-3 autour de lui, les ballons, il te les ressort. Euh, Tu vois, par exemple, Kefren Turam, sa qualité première, c'est pas de ressortir les ballons, c'est de les recevoir face au jeu et gratter des mêlées. J'entends Tu vois. et j'entends le côté complémentarité aussi, hein, gagner de l'espace par rapport à la course, gagner de l'espace par rapport à la passe, la complémentarité recherchée dans les deux profils entre Kefren Turam et Morgan Sanson. Seulement, moi, je considère aussi que on doit être constamment dans une recherche active d'amélioration de l'équipe. Qu'on me dise Morgan Sanson a le niveau pour être rotation à l'OGC Nice, oui. Et pour moi, je vais même aller dans cette idée-là, c'est que moi, je l'ai trouvé toujours très intéressant lorsqu'il rentrait en jeu. En fait, j'ai surtout l'impression que Morgan Sanson, c'est une sorte de joker. C'est genre, t'as besoin d'un mec au milieu de terrain, tu fais rentrer Morgan Sanson à l'heure de jeu. Mais de toute façon, pour moi, c'est son statut à Nice. C'est le numéro 3. C'est-à-dire que quand tu as effectif complet, pour moi, les titulaires Bah, au pas milieu, c'est vraiment. Youssouf Thuram Boudaoui. Jusqu'à présent, c'était le titulaire avec Thuram. Ensuite, Parce qu'il a fait un super Boudaoui l'a début de fait saison et péter, Boudaoui. mais il a été Oui, mais titulaire la majorité du temps, Flo. parce que Boudaoui, dans le début de saison, il y a Ascension qui arrive. Je pense que voilà, Farioli le met en place, ça se passe très bien contre Lille. Et puis après, il a fait enchaîner. Après, après, j'ai envie de te dire, quand tu es une équipe comme le GC Nice, au milieu de terrain, tu n'as pas de titulaire, tu n'as pas de remplaçant. Quand tu joues la Coupe d'Europe, tu n'as pas de titulaire, tu n'as pas de remplaçant. Tu dois avoir 3-4 mecs qui doivent être capables de jouer tous les 3 jours. Ah, donc là, tu as Thuram, Boudaoui, Youssouf et Sanson. Pour moi, bon, cette année, tu n'as pas de Coupe d'Europe, mais ce que je veux dire, c'est que bon, ben là, Thuram, il est blessé. Bon, ben, je suis bien content d'avoir Sanson au milieu. Bon, à part hier soir. Hmm. Mais je suis bien content de pouvoir aligner, si Thuram est blessé, un Boudaoui Sanson. Je suis bien content si Boudaoui va à la CAN de aligner un Sanson Thuram. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas avoir et sur le terrain Boudaoui Thuram et sur le banc des Boudaoui Thuram. Il faut bien des joueurs Ok. profils comme Morgan Sanson qui, pour moi, sortent justement un petit profil différent, donc qui peut s'adapter en fonction de l'équipe que tu joues, mais qui peut aussi te permettre en cours de match de changer un style de jeu. Donc voilà. Moi, je trouve pas ça incohérent. Après, On verra. ouais. Christophe nous dit Morgan a peut-être avalé la fève. C'est vrai qu'en fait, on n'y a pas forcément pensé. Je pense que c'est. Ouais, bon. Moi, j'ai apprécié en tout cas cet élan humoristique de la part de Christophe. Mathis, concernant la performance, on va dire les performances individuelles, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport au match, des choses qui t'ont plu, on va dire ton dossier un peu perso par rapport à la rencontre? Non, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, le côté niçois, vous avez bien brossé. Moi, côté rennais, si, on pourrait parler aussi de Santa Maria, qui a plutôt bien géré la transition avec Matic, La ce qui était doublette avec déjà le un fait, peu. bon match, hein. Ouais, 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 bah, Enzo le fait, ça y est, il monte en puissance. Il y a eu, allez,
un mois d'août, un mois de septembre compliqué, une petite blessure à l'épaule, et puis ensuite il est revenu et il fait beaucoup de bien. C'est notre meilleur joueur au milieu de terrain. Le deuxième but, c'est ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire la qualité technique pour jouer sous pression. Il y a Alexis Claude Maurice, qui vient le cadrer, tout de suite prise de balle orientée, il se met dans le sens du jeu et il vient perforer fixer la défense niçoise et puis délivrer une belle passe. Il fait une passe magistrale aussi sur Kalimundo qui amène l'un des arrêts de Bouka. Voilà, Enzo le fait, en fait, c'est ce qui, côté Rennes, c'est le profil qui nous manquait, c'est-à-dire ce joueur capable de jouer sous pression au milieu de terrain, un petit peu. Comment ? Un créateur. Ouais, mais alors pour moi, le fait là où je trouve beaucoup, c'est pas se tromper, c'est pas ça. Moi, j'ai pas le même avis sur le fait que certains ont. C'est-à-dire pour moi, le fait est un meneur de jeu, mais dans la partie basse du terrain. Pour moi, ça doit pas être un 10. C'est un joueur qui doit être, on va dire, le premier relanceur. Je grossis un peu le trait, mais ça doit partir de lui. La rampe de lancement. Voilà, et je l'imagine, moi, plutôt dans un poste 6-8, un peu entre les deux. Alors, si en 6, il faut qu'il soit bien accompagné, mais je l'en pense capable de jouer à ce poste-là. Et avec Santa Maria, voilà, entouré d'un milieu un peu plus défensif, capable de garder, d'apporter cet équilibre. Il a été rayonnant et c'est la satisfaction côté rennais. Alors, je sais pas si ça vous intéresse, il est sorti les adducteurs qui sifflaient, visiblement, c'est pas trop grave. Il a été remplacé par Fabien Rieder. Alors, lui, c'est un peu compliqué d'avoir un avis. Je pense que ça peut être un profil plutôt box-to-box. Je pense que c'est un joueur capable de gagner des mètres balle au pied aussi et qui a, je trouve, un talent, un profil intéressant. C'est un milieu de terrain qui n'hésite pas à faire des appels vraiment dans la profondeur, des appels de 20 mètres dans le dos de la défense. C'est ce qui manque à Rennes. Je ne sais pas si vous regardez souvent les matchs de Rennes, mais on voit très peu d'appels en profondeur. Des gros matchs. Ouais, et tu vois que Rennes, ça demande souvent dans les pieds. Et avoir un milieu de terrain capable, comme Sanson, alors je ne sais pas si Sanson le fait à Nice, mais je me souviens que sous Garcia, il le faisait beaucoup à Marseille, il faisait beaucoup d'appels dans le dos de la défense. Non, il ne le fait pas. À Marseille, il le fait. Nous, il fait l'appel entre. Pardon, j'avais même pas à finir, mais il fait l'appel souvent entre le 6 et le central, c'est-à-dire il a plus cette capacité de projection. Je trouve ça dommage parce qu'à Marseille, il faisait beaucoup ça et je trouvais que ça apportait. Et Rieder est un peu là-dessus et ça nous apporte quelque chose. Malheureusement, il n'a pas trop de temps de jeu et ça va pas aller en s'améliorant puisqu'il y a le Métatars qui est touché. Donc, mine de rien, on perd 2 milieux de terrain, sachant qu'il y a Matic en moins en vue de Marseille et possiblement Lyon. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Voilà. 2 questions pour toi, Mathis. Oui. Pourquoi Blas ne joue plus ? Et est-ce que Rennes va vraiment transférer Truffert ? Alors, Ludovic Blas ne joue plus tout simplement parce que c'est un peu ce qu'on craignait à son arrivée, c'est-à-dire que c'est un peu le joueur qui choisit ses matchs, qui est très irrégulier, qui a souvent une... Comment ? C'est un Payet en low cost pour moi, Blas. Quand il se décide à jouer, c'est un excellent joueur. Malheureusement, vous parliez de tenue de soirée, il met la tenue paillette, c'est le cas de le dire, dans les grands matchs. Je pense que contre Milan, il va avoir des minutes de jeu. Je pense qu'il fera ses meilleures minutes de la saison sur ces 2 confrontations. En Coupe d'Europe, il a souvent été bon, mais en Ligue 1, j'ai bon nombre de matchs en tête où malheureusement c'est un fantôme. Il ne court pas, ne fait pas les efforts défensifs. Il aide souvent son coéquipier, son latéral, en difficulté en 2 contre 1. Donc c'est toutes ces sommes de choses. Alors après, là on est dans la supputation, mais je crois comprendre que en dehors du foot, mais bon, c'est des rumeurs, mais il n'a pas des fréquentations très très bonnes visiblement, de ce que je crois entendre. Donc c'est un tout, peut-être l'hygiène de vie du coup qui suit pas. Moi, voilà, on le voit bien, il n'a pas été titulaire hier, il n'a pas manqué. Il n'a pas en Ligue 1, j'ai pas souvenir d'un match où il nous a rapporté des points. Alors il a plutôt bien démarré avec un but contre le Havre, un but contre le Maccabi, mais c'est trop peu pour un joueur quand même qui a été acheté 15 millions d'euros. Et puis la deuxième, c'est Adrien Truffert. Rappelez-moi la question, est-ce qu'il va partir, c'est ça ? Oui. Alors au Canal, moi j'ai pas d'infos au sein du club, parce que moi je relais ce qui se dit. Adrien Truffert visiblement va rester au Stade Rennais au moins pour ces 6 prochains mois. Je suis pas surpris, surtout que j'ai du mal à imaginer Marseille mettre un peu plus de 20 millions d'euros, puisque visiblement il y a une clause en fait dans le contrat d'Adrien Truffert qui stipule qu'en cas d'offre de plus, alors j'ai pas le montant exact, mais un peu supérieur à 20 millions d'euros, le club n'a pas son mot à dire. Une clause libératoire en fait. J'ai du mal à voir Marseille la lever, et visiblement
n'y a pas de sujet Truffert, comme il n'y aurait pas de sujet Kalimundo, même si sa déclaration était un peu plus laconique à la fin du match. Puis surtout, dans la logique des choses, je vois pas le Stade Rennais se mettre un dossier en plus sur la table, déjà qu'il va en avoir pas mal à gérer. Ah, t'as un milieu de terrain, je le répète, à acheter, t'as un Et numéro peut-être 9, un Kalimundo à ailier, remplacer, ouais. bah ouais, voilà, donc ça ferait beaucoup. Flo, un petit mot de mercato rapidement. Suite à l'arrivée cette semaine de Mohamed Ali Chaud, une douzaine de millions d'euros comme on le sait. Tu as ta boule de cristal là, tu vois dans l'avenir. Selon toi, est-ce que le mercato de l'OGC Nice est terminé ou pas? Et pour toi, si tu devais renforcer, alors restons réalistes hein, bien sûr, pour toi, quel est le poste là à renforcer en priorité? Alors, moi déjà, je pense que ça va être comme l'a dit Ghisolfi. Je pense que là, il a été honnête, il a été franc jeu, ça va être s'il y a une opportunité. Je pense que maintenant, la politique du club, c'est ne pas prendre pour prendre, prendre s'il y a besoin et surtout prendre si on peut. Voilà. Euh, donc voilà. Moi, la priorité que je ferai là, c'est un latéral droit. Voilà. Parce que Jordan Lotomba, moi je suis désolé, mais autant je l'ai souvent défendu, autant cette saison, je suis pas du tout satisfait de son rendement. Alors, oui, peut-être qu'il a fait un meilleur match contre Auxerre, mais voilà, enfin, à aucun moment il a réussi à taquiner Attal lorsqu'il était titulaire indiscutable. Je pense même que Farioli, s'il avait pu hier, il aurait peut-être préféré mettre Rosario à droite, et je pense que ce sera peut-être une option si on ne prend pas le latéral droit, ça m'étonnerait pas que Rosario fasse pas mal de matchs à ce poste, Mendy? avec le milieu au complet. Louché? Je pense que Mendy ne mettra pas parce qu'il estime pas assez bon techniquement. Moi, après, je ne fais pas de jugement sur le joueur. Moi, je pense juste que ce que pense Farioli, enfin, Est-ce c'est pas que... une info que j'ai, hein, Non, non, c'est un non, avis, hein, mais de toute manière, c'est un sentiment. c'est ce qu'il a dit par rapport au fait que il voyait plus Antoine Mendy comme un défenseur central. Mais est-ce que je sais pas, un Tom Louché par exemple, latéral droit? Alors ça, par contre, là, j'ai une info là-dessus. Je sais que Louché, en début de saison, Farioli adorait Tom Louché. Il a dit plusieurs fois que, bon, voilà, il adorait son intelligence de jeu et que s'il pouvait l'utiliser cette saison, il l'utiliserait. Il adore Louché, Farioli, depuis son arrivée. Il trouve que c'est un joueur super intelligent. Bon, il était barré par les deux postes à droite, Atal Lotomba et Barre et Perrault. Mais je pense que sur la durée, c'est un joueur qui pourrait s'imposer en rotation. En tout cas, Farioli, il l'aime beaucoup, il l'estime beaucoup, il parle beaucoup avec lui. Euh, et voilà, moi, de ce que je savais en début de saison, c'est un joueur qu'il appréciait beaucoup, qu'il trouve très intelligent. Il a même dit la dernière fois encore en conférence de presse, à sa dernière conférence de presse, c'est un joueur il a dit que dès qu'il arrêterait sa carrière, il le prendrait avec lui dans son staff. Donc voilà, enfin moi j'aime beaucoup le joueur. J'avais vu un entraînement porte ouverte en début de Hmm. saison et j'avais fait un tweet comme quoi j'adorais, alors que c'était une mise en place tactique avec après une sorte de tournante au niveau des matchs avec trois équipes et il y avait de la rotation, c'était des matchs de 10 minutes, c'était du 11 contre 11 et j'avais adoré Tom Moucher, je trouvais que c'était un Oui, joueur super mais du coup, intelligent. suffisamment pour combler un manque à droite? Parce que là, tu dis il faut latéral droit. Est-ce Non, que. pour moi, là, pour moi, je vais te dire honnêtement, Pancho, s'il y a une offre pour l'Automba cet hiver, je le vends. Et je prends un latéral droit. Voilà. Moi, je te le dis. Moi, je te dis, moi, personnellement, je vais peut-être en choquer plus d'un. Mais si je suis directeur sportif de l'OGC Nice aujourd'hui, il y a deux joueurs que je retiens pas si j'ai des offres. C'est l'Automba et c'est Laborde. Voilà. Parce que Laborde, si j'arrive à le vendre fin janvier, je fais le calcul, il me reste un match à tenir sans Mofi, j'ai Guessant. Et après, j'ai deux numéros 9 et quatre ailiers. Voilà, tout simplement. Et au poste de latéral droit, moi je suis désolé, le Tomba, ça fait 3 ans qu'on l'a. Je l'ai beaucoup défendu. plus que ça, Mais Flo? ouais, même 4 ans, même peut-être. Même peut-être plus. Bref, mais en tout cas, pour moi, il est en fin de cycle chez nous. Et voilà, c'est un joueur qui a montré de très belles choses sous Gigard. C'est un joueur qui a rendu beaucoup de services. Mais voilà, si on peut le garder, je crache pas dessus, hein, mais pour moi, voilà, l'Otomba Nice, c'est une super doublure, mais ça peut pas être un numéro 1. En tout cas, avec les ambitions qu'on a, si on veut chaque année être dans les 5-6 premiers, c'est parce que la Ligue 1, tout le monde dit qu'elle est nulle tout dans le jeu, mais les effectifs chaque année, ils se renforcent. Alors peut-être que là, c'est la Ligue 1 à 18 qui crispe, mais aujourd'hui, quand je vois l'effectif de l'OM sans la canne, quand je vois même l'effectif de Rennes, quand je vois l'effectif du LOSC,
Je suis désolé, mais c'est que des équipes qui ont des postes doublés. Donc voilà, à un moment donné. Maintenant, au football, il y a 5 changements. Il faut avoir des effectifs de 16-17 joueurs. Les effectifs à 13-14, c'est fini. Si Nice veut jouer les Coupes d'Europe régulièrement et être dans le top là, il faudra mieux. Maintenant, il faudra aller chercher mieux. Ces joueurs-là, maintenant, ça doit être sur le banc. Et voilà. Et hâte de voir aussi. C'est ça, on parle beaucoup du mercato, Pancho, mais hâte de voir aussi l'avenir du club. Parce que bon, on n'est pas en péril, hein. Quand je dis avenir du club, mais moi, je te dis honnêtement, je préfère être vendu que de faire des mercatos avec une enveloppe de 10-20 millions chaque année. Parce que 10-20 millions, ça veut dire que tu peux juste remplacer les départs, tu ne te renforces pas. Hein. Même si Ouais, t'as mais le staff le plus si tu intelligent. prends en compte, si tu prends en compte les ventes, ça peut te gonfler ton enveloppe. Ben, les ventes, t'as jamais 100% qui viennent dans l'enveloppe transfert, Oui, t'en as mais au mieux de 50. Et quand tu perds un mec comme Todibo pour le remplacer, il faut au moins mettre 10-15 millions derrière, déjà pour remplacer Todibo, 10-15 millions pour remplacer Thuram. C'est-à-dire qu'il te reste ouais, peut-être 10-15 millions pour un troisième joueur, et puis ton mercato il s'arrête. Surtout que maintenant, le club il vaut 150 millions d'euros dans ces eaux-là, entre 150 et 180. Donc je pense que demain, si un investisseur vient, ce ne sera pas un charlot, parce que déjà, pour pouvoir mettre 150 millions sur la table, ouais. Alors, j'entends, surtout, c'est très actuel, etc. Avec l'investissement de Ineos dans le capital de Manchester United. J'entends le débat. On va pas le faire ce soir, Flo, je m'en non, non, excuse. non, non, mais voilà, c'était juste une Mais petite en tout cas, ce parenthèse. sera une donnée à prendre en On parle considération du parce mercato, que mais il y a hmm, cette donnée-là à prendre il y a aussi. cette donnée-là. Maintenant, au vu des dernières rumeurs avant l'arrivée de Shaw, ça parlait de Thauvin, ça parlait de prêt avec option d'achat de ce de ce joueur C'est norvégien. qu'ils C'est vrai offrent. que ça nous a pris quand même tous à contre-pied, mais on a rassuré quand même certains, dont moi. Donc là-dessus, on est d'accord. Flo, ton dossier, tu voulais parler de Farioli, ou pas Bah, d'ailleurs. enfin, du coup, j'en avais parlé. Pour moi, il y a les deux points où il doit travailler. C'est la façon à s'adapter en cours de match, c'est-à-dire prendre un peu plus de risques lorsqu'on est mené. Parce que Nice, c'est une équipe qui voyage mal. Parce que Nice, dès qu'elle est menée, c'est ce qui s'est passé les 3 dernières fois à l'extérieur, n'a pas su réagir. Et c'est utiliser un peu plus les jeunes, notamment quand il y a autant d'absents. Mais sinon, du coup, ben, mon dossier, je vais vraiment utiliser, parce que ça m'a un peu saoulé là. C'est tout le monde qui tombe sur Claude Maurice là depuis hier soir. Alors, ok, ça fait 4-5 ans qu'il est au club, ok, il a beaucoup déçu, il n'y a pas de problème là-dessus, je peux comprendre. Maintenant, si on peut juger un joueur sur son match et pas sur ses 5 dernières années, qu'on fasse pas son CV, ce serait bien parce que, alors oui, j'entends qu'il est solide, mais hier, c'est le seul qui tient la route au milieu de terrain. Alors, je dis pas qu'il fait un super match, hein, il fait un match OK. Voilà. Le problème, c'est que ben, quand tu t'élimines un ou deux joueurs et que tu n'as toujours pas un mec qui fait un déplacement pour pouvoir lui donner le ballon, ben, le ballon, tu le gardes. Voilà. Mais moi, je suis désolé, hier, c'est le seul qui a proposé quelque chose au milieu de terrain entre les trois joueurs. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le meilleur. Contre Auxerre, moi, personnellement, il m'a déçu. Mais je trouve que depuis le début de saison, ses entrées elles sont plutôt intéressantes. On parlait de profils différents avec Sanson. Claude Maurice, c'est un profil qui est aussi différent qui va servir dans la saison. Et qui va servir peut-être sur 10-15 minutes à nous ouvrir des brèches en fin de match, mais c'est clairement un profil qui peut nous servir. Et je pense comment dire, enfin, faut pas faire une fixette. On a fait l'erreur avec Rosario, on a fait l'erreur avec Melvin Barr, j'étais les premiers à faire ça. Jugeons le joueur sur sa saison et jugeons pas le joueur sur ses 5 dernières années. Voilà, c'est juste le message que j'avais envie de faire passer. Je pense que j'entends ce que tu dis et tu fais bien de le dire parce que je te rejoins sur la prestation. Il n'a pas été flamboyant. De toute façon, personne n'a été vraiment très bon, hormis Marcin Bulka. Par contre, clairement, il avait le mérite quand même de tenter. Mais Flo, moi, je comprends aussi, on va dire, le positionnement de certains par rapport à Alexis Claude Maurice. Tu ne peux pas ne pas prendre en compte le contexte et le fait que ça fait quand même des années qu'on a le joueur dans notre équipe et qu'il est, hormis la période Adrien Urcea avant sa blessure qui est, on va dire, sa période phare chez nous, qu'il n'ait jamais réellement pris en la pleine mesure du niveau. Pour moi, contre Auxerre, c'est l'un des moins bons alors que c'est censé être ton Mais je suis joueur d'accord, je suis d'accord avec toi. techniquement au-dessus. Hier soir, il avait il avait sa carte à jouer parce que en mettant Youssouf, eh bien, il avait en défense centrale, il avait cette possibilité, voilà, de jouer au milieu de terrain. Il n'a pas été effectivement extrêmement mauvais, il n'a pas été non plus exceptionnel, on va doser.
mais Il a honnêtement, été OK, il a été OK. il est en fin de contrat dans 6 mois. Non, mais je dis pas qu'il faut garder Non, mais Alexis Claude Maurice. c'est une donnée à prendre en Non, considération. mais oui, Est-ce qu'on mais va, alors dans ce cas-là, on fait un débat est-ce sur qu'on son va, passage. Flo, est-ce qu'on va persister avec un joueur qui, dans 6 mois, n'est plus sous contrat chez nous? Ou alors est-ce Non, qu'on va plutôt donner du temps de jeu à un Tom non, mais Boucher ou à un Reda Belayan parce que finalement, on construit plus avec ces joueurs-là le projet ou pas, tu vois? C'est des je suis éléments que tu dois d'accord. prendre en considération, tout comme, on va pas trop en parler parce que c'est un peu touchy, mais quand Youssef Attal va revenir, que va faire le club, tu vois? Il est en fin de contrat dans 6 mois aussi, hein. Non, mais qu'on ne renouvelle pas le contrat de Claude Maurice, c'est légitime. Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, voilà, il faut le laisser partir. De toute façon, sinon, tu t'en débarrasseras pas. Et puis, en plus de ça, c'est un joueur qui est fragile. Mais par contre, si on juge sur son passage, je suis d'accord qu'on analyse les 5 derniers mois. Mais hier, qu'on analyse Nice-Rennes, on analyse le match qu'il a fait contre Rennes. On n'analyse pas les 5 ans qu'il a fait. Mhm, Et mhm, sinon, Melvin Barr, on dit qu'il fait une saison qui est très moyenne, on ne dit pas qu'il fait une bonne première moitié de saison, tu vois ce que je veux dire ou pas? mhm. Si on fait une moyenne des 3 ans, enfin voilà, c'est juste ça. Enfin, moi, je comprends qu'il y ait des déçus, je suis le premier à être déçu d'Alexis Claude Maurice, je suis le premier à être très déçu, comme j'ai été déçu de Calvin Stengs, mais voilà, quand on analyse un match, ben, on analyse le match, et je trouve qu'il y a une fixette. Moi, quand j'entends qu'à la mi-temps, hier, il faut sortir Claude Maurice, alors que quand je vois la prestation de Morgan Sanson, qui, au passage, j'ai une stat, à l'heure de jeu, il avait gagné 2 duels sur 12. Excuse-moi, mais celui qu'il faut faire sortir, c'est Morgan Sanson, c'est pas Claude Maurice. Voilà, c'était juste Hmm. la petite parenthèse, on va pas en débattre 150 ans. Oui, Après, je oui. suis d'accord sur tout ce que tu as dit. Voilà. Un petit mot peut-être pour la Coupe de France, Mathis, semaine prochaine. Gros morceau pour le Stade Rennais avec la réception de l'Olympique de Marseille. C'est une grosse affiche, hein, tant mieux pour les autres concurrents qui verront, je pense, un gros Ouais. se faire sortir, en espérant que ce soit Voilà. Marseille, bien sûr. Voilà, trois tableaux sur lesquels Rennes est présent cette saison. Ouais. Comment tu sens ce rendez-vous? Est-ce que Julien Stéphan va faire tourner? Quelle est la priorité aujourd'hui pour toi? Ah bah je sais pas si la priorité doit rester la Ligue 1, mais au même niveau, la Coupe de France doit l'être tout autant. C'est une compétition qui, dans l'histoire de Rennes, est très importante, puisque c'est la seule compétition qu'on a gagnée à l'échelle nationale à 3 reprises. Dans la situation actuelle du Stade Rennais, évidemment que se passer de la Coupe de France, ce serait une grosse erreur, puisqu'en championnat, l'Europe, il faut se le dire, même si rien n'est perdu, c'est plutôt mal embarqué. Donc il y a encore cet accès-là. Sur le match en lui-même, alors au début j'étais déçu parce que j'en ai un peu marre de jouer. Alors Rennes, je pense que ça va être le club de Ligue 1 qui joue, qui a le plus joué par nos clubs professionnels sur les 3 ou 4 dernières éditions. On ne joue jamais un club amateur. Et ça fait 2 ans de suite qu'on joue l'OM. Donc l'année dernière, c'était déjà en 16e de finale. Sur le match en lui-même, je suis plutôt confiant, surtout vu ce qu'on a proposé hier. Marseille, pour moi, est un bon cran en dessous du gym, d'autant plus avec cet effectif hyper amoindri. Notamment, je crois qu'ils ont perdu encore Kondogbia sur blessure. Donc voilà, à domicile, ça doit passer, je pense. Et puis voilà, avec du recul aussi, je me suis dit qu'en 2019, l'année où on gagne la Coupe de France, on élimine le podium de la Ligue 1, Lille, Lyon et Paris en 2019. Donc là, jouer un gros à domicile, je ne suis pas plus inquiet que ça. Hmm. C'est un vrai objectif. Comme tu l'as dit, si on élimine Marseille, ça fait encore un gros en moins, en espérant qu'il y ait une ou deux surprises qui traînent par là, que ce soit sans être mauvais, peut-être Nice, peut-être Lyon, peut-être, sait-on jamais, Monaco. Bon, Paris, c'est plus compliqué à imaginer, mais voilà, il y aura un coup à jouer dans cette Coupe de France. Stéphane a cet ADN. Et puis, tu parles de 3 tableaux. Il y a cette fameuse Europa League. Il faut néanmoins, bien que l'adversaire soit d'un calibre très compliqué, avoir l'ambition de se qualifier, ne pas être spectateur. Le Milan AC, de ce que j'essaie un petit peu de regarder, ce que ça vaut, c'est une équipe qui va nous faire mal, notamment par les AO, qui va exploiter les espaces. Et cette équipe de Rennes, cette défense rennaise ne sait pas défendre de haut jeu, donc ça me fait peur. Mais je ne crois pas que Rennes doit être tétanisé à l'idée de jouer ce Milan AC là. Je pense qu'il y a une petite chance de passer. C'est pas le Milan, même je pense pas que ce soit le Milan de l'année dernière déjà qui me paraissait plus cohérent. Il y aura une petite chance. L'enjeu, ce sera de pas perdre de plus de 2 buts d'écart là-bas.
ce qui est un peu plus, on va dire, ce qui sera compliqué parce que dans son histoire, Rennes n'a pas de référence à l'extérieur contre un gros d'Europe. Donc ça me fait un peu peur, mais c'est un 16e de finale qui, sur le papier, évidemment, tu te dis, ouais, ils ont aucune chance. Si on arrive à se retaper comme on fait dans un mois et que le Milan n'arrive pas à monter en puissance, il y a une petite chance. Pour moi, c'est du 80-20, on va dire, cette confrontation. Il y a T'as 20% rien de à chance. perdre, hein, de toute façon. T'as Ouais, qu'à c'est ça. gagner. Hein. Et puis en fait, je me raccroche au fait que Rennes n'a pas encore, voilà, je vous l'ai dit, n'a pas de référence, n'a pas éliminé de gros clubs dans son histoire. Après 6 participations, j'ai envie de dire que c'est un peu le moment ou jamais. 6 participations de rang. Et qui sait, c'est peut-être là et ce serait magnifique. En plus, tu as un match retour au Horizon Park. J'espère déjà que le match retour, qu'au coup d'envoi du match retour, il y a encore match. C'est-à-dire que tu as encore l'espoir d'aller te qualifier en 8e de finale. L'avenir nous le dira. L'objectif en début de saison, c'était de faire un quart de finale. Alors forcément, jouer le Milan AC en barrage, ça met du plomb dans l'aile à cet objectif, mais sait-on jamais. En tout cas, moi, je pars toujours du principe qu'il ne faut pas mettre de côté une compétition. Mais pour l'instant, l'Europa League, c'est normalement. On a le temps de voir venir. J'espère que d'ici là, en championnat, il y aura 4-5 matchs. En plus, on a un calendrier qui est assez favorable. Lyon, c'est jamais facile, mais ça reste un stade qui nous réussit bien. On a perdu qu'une fois depuis qu'ils ont deux fois depuis qu'ils ont leur nouveau stade en 7 ou 8 confrontations. Après, on a la réception de Montpellier qui, à chaque fois, vient souvent en victime expiatoire chez nous. Après, il y a un déplacement RAF compliqué, mais qui n'est pas injouable. Et après, tu reçois Clermont. Donc, sur ces 4 journées-là, si tu gardes un petit peu cette dynamique, tu peux te replacer. Moi, tu Et prends 9 points, tu te remplaces. Hein. Ah bah carrément. Et après, tu auras peut-être un 8e de finale entre-temps si tu sors Marseille, avec qui c'est peut-être un tirage favorable. Enfin voilà, c'est un peu du foot fiction. Mais en tout cas, pour cette Coupe d'Europe, il y a 4 matchs de championnat qui doivent te permettre d'engranger de la confiance avec des adversaires jouables, tous autant qu'ils sont. Et puis voilà, un match intéressant à jouer dimanche. J'espère qu'on va se qualifier. Et pourquoi pas rejouer Nice en 8e de finale. Vous, c'est contre qui déjà? Vous allez à Bordeaux. Ça peut être... À Bordeaux, Ça peut... justement. c'est pas... On en avait bavé l'année dernière, même si c'est pas le même Bordeaux que l'année dernière. Mais on s'était qualifié un peu par la petite porte. Justement, Flo, par rapport à ce déplacement-là, on va clôturer là-dessus. Samedi prochain, 17h30, match de Coupe de France à Bordeaux, tirage en apparence plutôt favorable étant donné que Bordeaux est en Ligue 2, mais quand même qui est à l'extérieur. Pour une équipe qui en championnat, je suis en train de regarder Ils sont 15 ou 14. Ah, ils sont aussi bas. 16 ou 15. Ah oui, ils ont 3 points d'avance. On joue des caves samedi. Il n'y a pas le droit de pas passer. Hein. Ils sont passés deux fois au penalty contre une N2 et une N3. Hein. D'accord, ok. Il y aura une grosse ambiance par contre. Très grosse ambiance et ça peut les pousser. Je suis d'accord. T'en penses quoi, Flo? Est-ce que déjà dans le choix des joueurs, est-ce qu'on aura une équipe type? Est-ce qu'il y aura de la rotation comme on a eu un peu comme contre Auxerre? Qu'est-ce que tu aimerais voir déjà toi peut-être est-ce que tu aimerais voir un autre dispositif? Quel est ton ressenti par rapport à ça? Moi, j'aimerais que les déplacements, ça va travailler pour la Ligue 1, donc équipe cheap, avec 2 vrais ailiers, et qu'on envoie du jeu, et qu'on se qualifie parce qu'il n'y a pas d'autre, pour moi, là, il n'y a pas d'autre sortie que la qualification. Tu joues à Bordeaux, une équipe qui est complètement à la déroute depuis le début de la saison, un entraîneur en bois, ils sont au fin fond de la Ligue 1 en train de se battre pour le maintien, ils viennent de passer au penalty contre une N2, une N3. Moi, je suis désolé, mais ça doit être qualification. Et après, pour moi, la Coupe de France, c'est plus dur à passer, c'est les 2 premiers tours. À partir des 8e, de toute façon, il n'y a plus de petits. Tu as une chance sur 2 de tirer une grosse équipe. Un 8e un peu chaud à l'Alliance, tu es rapidement en quart. Et après, tout peut se passer. Surtout qu'on sait que nous, d'ailleurs, j'ai une stat qui est plutôt pas mal. C'est que depuis, je crois, si je dis pas de bêtises, depuis 2014 ou 2015, Nice a passé une fois les 16e de finale et Nice est allé à Paris. Donc, les gars, nous, il faut juste qu'on passe les 16e et après, c'est tout droit. C'est un TGV. Donc, on y va. On se pose pas de questions. Non, plus sérieusement, je pense que tu n'as pas de Coupe d'Europe cette année. Ouais, il faut faire un parcours en Coupe de France, quoi. Voilà, tu as un effectif qui, sans la canne et sans les blessures, est quand même assez fourni pour jouer une fois par semaine. Je pense qu'une Coupe de France, une petite épopée. Surtout qu'en plus de ça, s'il y a bien une équipe qui peut battre n'importe quelle équipe, y compris Paris, c'est nous. On est un peu la bête noire de Paris sur les 2-3 dernières années. Donc voilà, genre, faut y aller. Faut faire un résultat là.
t'es pas en Coupe d'Europe cette année, pour moi, voilà, il faut un dernier carré. Pour moi, ça devrait être l'objectif du club. J'espère en tout cas on y sera, mais moi, en tout cas, voilà, j'ai peur de personne actuellement en France. Ok, ok, ok. Un discours résolument optimiste du côté de Flo, ça fait du bien. Et je pense qu'on a fait au mieux pour tenter d'apporter des éléments de réponse sur le match, plutôt le non-match de l'OGC Nice hier soir. Rappel, hein, Et toi, Pancho, t'en penses quoi de ce déplacement en Coupe de France? j'en pense que je vais être sur mon canapé et que je vais pas y aller, déjà, dans un premier temps. Non, mais ça, Et qu'est-ce que j'en pense J'en pense que sur le papier, c'est un bon tirage, honnêtement. tu ferais tourner, toi, ou pas? Honnêtement, euh, dans la dynamique actuelle, si on se fie au match d'hier soir, oui, je fais tourner. J'aligne Reda. Je pense même à aligner un Louché, alors soit au milieu de terrain, soit en latéral droit. Je fais jouer un Mendy aussi. Mais je pense qu'on aura le droit à une équipe type. On aura un Mohamed Ali Chaud titulaire. Mais j'ai On une aura question, la... Ouais, si tu fais tourner dans le but non. que si ces joueurs-là, non mais tu fais tourner, laisse-moi finir. Tu fais tourner dans le but de se dire ces joueurs-là ils peuvent rentrer dans une possible titularisation une semaine après, ou tu fais tourner juste pour dire je fais souffler des mecs. Pour moi, C'est la même chose. pour moi tu dois capitaliser sur ce match pour enchaîner. D'accord, C'est ok. comme un match de Donc c'est plus championnat. tenter des choses, du coup, pas faire Ben, tourner. tenter des choses et finalement faire jouer aussi les joueurs qui méritent de jouer. Ok, Aujourd'hui, voilà, ok. Ok, je suis aujourd'hui pour moi, d'accord. il y a des jeunes joueurs qui ont montré qu'ils avaient les épaules pour démarrer un match. Donc si tu Euh, mets Balde Ali Chaud avec Laborde, je prends un exemple, et que ça fonctionne, tu réalignes une semaine après Balde Ali Chaud et Laborde en championnat. Pourquoi tu ne le ferais pas? Voilà, En ben fait, la alors dans question, ce c'est cas-là, surtout pourquoi tu ne le ferais pas. ok, mais quand je te dis, moi, quand je te dis aligner l'équipe type, c'est essayer quelque chose de cohérent pour le mettre 3 jours après, pour le mettre une semaine après en championnat. C'est ça que je voulais te dire. Le truc, c'est que, bon, on voit que des fois, Francesco nous prend un peu à contre-pied. Donc, la vérité qu'on verra contre Bordeaux n'est pas forcément celle qu'on aura contre Metz à domicile. Messieurs, 1h26 d'émission. Et émission à rallonge alors qu'on était un de moins. On pense à Nico qui est actuellement aux urgences. J'espère que Ah, on va juste préciser parce que là, les gens peuvent ouais, ouais, s'inquiéter. non, non, il y a rien de grave, il y a rien de grave. Alors, il faut On est savoir sur une que blessure footballistique. voilà, il faut savoir que Nico, il a l'anatomie de Johan Gourcuff, donc c'est rien, c'est normal. La cheville, elle est en vrac. Il a la cheville d'Abu Dhabi, les gars. Donc voilà, il y a rien de grave. Il est juste, Ouais, voilà, il y a pas il de est juste à souci. la radio. Un Voilà. grand merci à toi Mathis pour ta venue. Désolé pour l'émission un peu à rallonge. Bonne saison à vous en tout cas. Pas de souci. Et puis écoute, peut-être à bientôt pour un match de Coupe de France, qui sait. Ouais, ouais, bah, n'hésitez pas, hein, même pour la saison prochaine, sur la double confrontation, si vous avez besoin pour plus d'éclaircissement sur le Stade Rennais. Et puis en tout cas, merci, c'était un plaisir, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de supporters adverses. C'est une expérience que j'avais déjà fait, qui est toujours enrichissante. J'avais fait avec des Lyonnais, des Marseillais, et c'est plutôt cool de voir aussi un petit peu le point de vue que vous avez sur le Stade Rennais, même si là, le fil rouge, ça reste le gym. Et puis ça me permet aussi même moi qui suis beaucoup la Ligue 1, d'avoir des infos aussi en plus sur votre club. Donc c'est un plaisir. Et puis bah, bonne saison à vous. Et puis comme tu le dis, peut-être dans 15 jours ou dans un mois pour un huitième ou un quart de finale de Coupe de On verra France. ça. Ce sera avec plaisir. On verra ça. Merci à toi. Flo, eh bien, merci pour ta venue, pour ta pertinence, pour ta minute Gunners offerte gracieusement. On te dit à bientôt. Peut-être Ouais, moi merci, l'occasion de Pancho. vous dire que, eh bien, non, je vais rien dire par rapport au match de Bordeaux. Je communiquerai ça sur Twitter directement. Passez une très très bonne soirée. Merci aux personnes présentes. Merci aux personnes qui regardent aussi sur YouTube et qui écoutent sur Spotify. On ne vous oublie pas. Passez une très très bonne soirée. La Baïeta et Sanissa.